Ouais, donc dans Guardians, tu sais, au début, là, quand ils sont dans le... Alors, Guardians déjà, mais bon, vas-y, continue. Les Guardians, d'accord. Et Pourquoi on peut pas dire Guardians? Et c'est pas de l'espagnol, wesh. Bah, en Espagne, ils disent quoi? Ils disent Los Guardianes de la Galaxia. Rocket Raccoon, El Raccoon de las Roquetas. Roqueta Raccoon. Non, ça sonne pas mal. Hein. Gamora. Ah ouais, mais ouais. C'est un... Bah si, Gamora, ça sonne un peu espagnol. Jamora. Non. Ramon. Le G, ça se prononce G en espagnol. Non, c'est qui Gamora? Bah, C'est la main verte. C'est pas She-Hulk? Ah non, mais si tu commences à faire ce genre de raccourci facile là, parce qu'ils ont la même couleur, enfin. Bah, je croyais que c'était She-Hulk, c'est tout, j'avais mal compris. Non mais les gars, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire le jeu du FN là, bande d'inconscients? Trois, 4. Oh là là. Bonjour, oh il était puissant celui-là, il a du cœur. Bonjour et bienvenue dans ce 71e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, notre adorable bande de chroniqueurs vous propose d'explorer le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues sur une grande variété de titres. Moi, c'est Eric pour animer toute cette pagaille et à mes côtés, à la réalisation, il y a Adrien. Oui. Bonsoir. Ah, peut-être un micro maintenant. Oui, c'est clair, j'attendais pas ça. Oh là là. Alors, mais oui. je rappelle qu'on est dans le même studio et j'arrive même pas à voir mon collègue qui est juste à côté. Donc, c'est Complètement installé un micro. et on va dire Bien bonjour, fait. donc vous avez un petit peu entendu. Bonjour à nos 3 chroniqueurs. Vous avez entendu Joe tout à l'heure. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va fort bien, toujours ravi quand je reviens avec vous. Mes présences sont rares, mais je les savoure à chaque fois d'autant plus. Tu les chéris. Tu lis un truc en ce moment Alors, rien à voir avec les comics, je viens de finir la nouvelle BD de Bastien Vives qui s'appelle Une sœur et qui est assez sublime, je dois le dire. Et en termes de comics, je lis un truc très cool de Neil Gaiman, enfin l'adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman en comic book, mais le titre étant à rallonge, je ne le connais plus par cœur. Forbidden Tale of the... Bon, Voilà, tu vois, je vois de quoi tu parles, mais... C'est très très bien. C'est très très bien. Neil Gaiman, très en avant en ce moment. Donc, j'imagine on en parlera dans les prochaines semaines. Oui, bah ne serait-ce qu'en série télé, à mon avis, il va bientôt débarquer. Donc, En effet. On va dire bonjour à Grégo. Bonsoir ou bonjour, ça dépend Ouais, ça dépend. de l'heure de la journée. Comment ça va? Ça va très bien, je suis encore là, donc j'ai pris ma petite brosse à dents et je l'ai mise dans le gobelet d'Adrien et je reste maintenant, je serai toujours là. Elle va pas durer 3 heures l'émission. tu dors chez Adrien? C'est très intime comme question. Pas si bien dire. Ça ne te regarde pas. Ok. T'as une petite lecture de chevet en ce moment? Et alors, comme je suis venu la dernière fois il y a 2 semaines et que je suis toujours un peu dans une période un peu compliquée niveau temps libre, je n'ai lu que de quoi préparer l'émission. Bah c'est déjà ça, c'est pas mal du Oui, tout. c'est déjà ça, c'était assez intense. Intense. Et 3e chroniqueuse qu'on accueille ce soir, c'est une nouvelle voix. Vous allez la découvrir, c'est Nivrae. Bonsoir. Oh, tout du calme et douce. C'est la Je première. sors ma plus belle voix parce que ça fait un peu genre. Alors Nivrae, bienvenue chez nous, déjà pour commencer. Merci. Au nom de toute l'équipe, de toutes celles et tous ceux qui sont pas là. On est très ravis de t'accueillir. Et est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu à nos auditeurs? Ok, rapidement, du coup, Nivrae, je suis un peu présente partout sur les réseaux sociaux sous ce pseudo. Grosse gameuse au départ, j'ai des comics et on m'a un peu défiée de venir participer à l'émission. Et du coup, je remercie Ben, et son réseau tentaculaire de Clinicheur de connaissances. le pouvoir de Ben. Est-ce que tu as des petites lectures en ce moment que tu Ouais. lis dans ton coin? Alors moi, j'ai une grosse spécialité, c'est que je lis de la VF principalement. Ouais. Et du coup, je viens de récupérer le tome 5 de Miss Marvel. Ah, Et en grosse Je crois que c'est un fan de chouchou de- Kamala, voilà. Du Ça- coup, je suis en train de le lire. c'est une chouchou d'Adrien, si je me trompe pas. Oui. Un personnage clé qui... bon, on va en parler un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. La Miss Marvel actuelle, Ouais. sri-lankaise ou... D'origine pakistanaise, Pakistanaise. mais américaine. Voilà, Kamala ouais, Khan. ok. Bah voilà, donc présentation des chroniqueurs terminée. Bienvenue encore une fois. On Ça espère check. que tu seras ça fait. autant de mauvaise foi que tous les autres. C'est le 1er mai déjà, bonne fête. Hein. Et dans cette période assez spéciale, pleine Non, je d'actualité, vois pas du tout de quoi tu veux parler. on s'est dit que vous vouliez peut-être vous changer les idées en les écoutant. Eh bien, vous faites bien. On a un programme toujours aussi sympathique pour vous, avec dans les revues He-Man, voilà, c'est peut-être un peu plus compréhensible. He-Man and the Masters of the Universe. Et Thundercats, donc c'est une association, un crossover on va dire, Savior et Mechanism. Au milieu de l'émission, nous discuterons un tout petit peu de la future refonte des publications Marvel pour la fin de l'année. Et dans la dernière partie, nous parlerons de la sortie des Guardians de la Galaxia, volume 2.
Voilà, Guardians of the Galaxy 2. Voilà, si vous n'avez pas compris, parce que c'est pas dit, c'est facile quand même. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude, et laissez des commentaires sur le site de Radio Kawa, sur la page de l'épisode. Pensez également, si vous nous écoutez sur iTunes, à nous laisser des petites étoiles, ça nous aide à nous propager encore plus, un peu comme Nivray sur les réseaux sociaux. Et je voulais parler du groupe Facebook oui, c'est un groupe que nous avons créé dans les dernières semaines, qui s'appelle The Booyah Comics Club. C'est un groupe qui est tenu, on va dire, par nos soins, mais qui est un espace ouvert de discussion sur les dernières publications, sur des classiques. On échange entre nous, personnes qui participeront à l'émission, et vous qui nous écoutez. Et il y a même des personnes qui ne nous écoutent pas, qui sont dans le groupe, je me suis rendu compte, pour parler des comics et des jeux qui en découlent. Là, récemment, on a parlé du prochain Marvel Capcom. Donc voilà, venez, vous allez voir. Je vous mets le lien naturellement sur la page de l'épisode. Vous avez tout le loisir de venir participer au débat et aux discussions qu'on peut lancer là-dessus. Oui, les étoiles. Oui. Et puis, est-ce que vous êtes prêts en fait Absolument. Oui, ça va, oui. Comics Outcast 71, c'est parti. Le début, c'est toujours un peu comme le commencement. Ça c'est, tu vois, on cherchait des phrases de transition pour pouvoir prendre les feuilles. Elle est très bien. Et mon conducteur tout raté me dit que Joe va prendre la parole en premier pour parler donc. Oui, parce que je suis tout inversé, je suis désolé. Pour parler donc des maîtres de l'univers, de Musclor et les maîtres de l'univers, / Cosmocat. Ça, c'est le titre en français. C'est pas encore publié, mais en anglais, c'est donc pas encore He-Man. traduit en français, effectivement, mais ça va débarquer chez Urban Comics à un moment, et ça s'appellera comme tu viens de l'énoncer. Ça sera titré ainsi. He-Man and the Masters of the Universe, Thundercats. C'est écrit par Lloyd Goldfine et Rob David, et c'est dessiné par Freddie E. Williams II. Alors les deux auteurs, vous ne les connaissez absolument pas si vous n'êtes pas des lecteurs de He-Man and the Masters of the Universe, c'est-à-dire que les mecs ne font que ça. D'accord. Ce sont des scénaristes qui ont probablement grandi avec les maîtres de l'univers et qui ont donc décidé que leur métier, ce serait désormais d'écrire uniquement des comic books avec Musclor et les maîtres de l'univers, ce qui est un choix de carrière que personnellement je trouve admirable et bien grand bien leur face. Je suis sûr qu'ils sont ravis et épanouis dans leur vie. En revanche, il est possible... Chérie, t'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai écrit une histoire de Musclor et des maîtres de l'univers, voyons. Oh, la routine. Mais tu fais ça depuis que t'as 7 ans. Exactement. Les mecs inventaient des histoires avec leurs jouets et maintenant c'est leur gagne-pain et je trouve ça admirable. En revanche, il est possible que le nom de Freddie E. Williams II vous soit familier, puisqu'on en a parlé lorsqu'on a fait la review, je ne sais plus qui l'avait faite d'ailleurs, de Batman Tortue Ninja. C'était peut-être Daniel. Adrien Larousé. Adrien Larousé. Lui-même, voilà. Le réalisateur. Ce crossover fort réjouissant qui a été publié il y a quelques mois déjà, il me semble, qui lui est disponible en version française d'ailleurs aujourd'hui. Si jamais vous étiez passé à côté ou si jamais vous ne lisez pas la VO, n'hésitez pas à vous jeter sur cette mini-série qui avait été, je trouve, un joli succès. Tous les auditeurs qui ont suivi nos conseils nous remercient très souvent pour dire c'était chouette. Il faut le lire. Et voilà. Et donc, le dessinateur de ce crossover Batman Tortue Ninja, c'était Freddie E. Williams II. Qui déjà le retour. Et voilà, il est de retour et franchement ça nous sont très un petit peu cartoon, un petit peu angulaire, très très coloré, nous avait déjà beaucoup plu et vous imaginez bien que dans l'univers de Marvel et de He-Man et des Thundercats, il fait bien entendu des merveilles. Alors, passons et abordons directement le fond du sujet, ce crossover de deux lignes de jouets à la base, puisque He-Man et les Cosmocats, ce ne sont pas des dessins animés à la base, mais des lignes de jouets qui ont été ensuite adaptées en dessins animés afin de vendre plus de jouets. Années 80. Des années 80 power, quoi. Ça faisait partie des lignes de jouets d'ailleurs, avec peut-être les G.I. Joe et les masques les plus populaires du début des années 80. Moi, c'était... alors, moins les Thundercats, mais Musclor et les Maîtres de l'Univers, c'est vraiment avec ça que j'ai grandi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis tourné assez naturellement vers ce comic book aujourd'hui.
Et donc ce crossover, c'est un peu ce à quoi on se livrait dans nos chambres d'enfants il y a 30 ans, mais qui n'avait jamais eu lieu officiellement, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de rencontre entre les personnages des Cosmocats et des Maîtres de l'Univers. C'est la première fois, tous médias confondus, que ces personnages, que leurs univers se télescopent et se rencontrent. C'est dingue ça, parce que quand on a parlé de Hasbro il y a pas longtemps, bon, évidemment, c'est également une compagnie qui produit des jouets. Ouais. Eux, ils ont pas attendu. Enfin, non, c'est clairement surprenant qu'ils. Clairement pas. C'est assez dingue. Après. Alors, je sais pas si c'est une question de droit, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bref, ça s'était jamais fait et on est ravis que ça se fasse et en même temps, on est effectivement surpris que ça ait mis autant de temps. Tant ça fonctionne en fait, ça a l'air de couler de source quand on a les comic books en main. Ces personnages sont faits pour se rencontrer et ça fonctionne très bien. Alors, en gros, je vous explique, le gros vilain des Thundercats, Mumm-Ra, The Ever Living, qui est une sorte de vieille momie toute rabougrie qui, grâce au pouvoir des anciennes divinités démoniaques, peut devenir une sorte d'immense montagne de muscles bleus qui ressemble un peu de loin à une sorte de divinité de l'Égypte antique, a une fois de plus perdu ses pouvoirs et il est mis au défi par les anciens esprits maléfiques d'aller récupérer une épée de pouvoir qui lui permettra peut-être de vaincre une bonne fois pour toutes les Thundercats. Il s'avère que cette épée de pouvoir, elle se trouve dans l'univers d'Eternia, qui est un univers parallèle, qui est évidemment celui des Maîtres de l'Univers. Pardon, j'éternue. Et donc l'univers d'Eternia, c'est celui de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Et l'épée de pouvoir, c'est l'épée de Grayskull, celle qui donne son pouvoir au prince Adam et qui fait qu'il lui permet de se transformer en Musclor. Par un habile jeu de machiavélisme, Mumm-Ra va réussir à s'emparer de cette épée et se débarrasser de Musclor. Sauf que il y a un vilain chez Eternia et il n'y a pas assez de place dans cette ville pour 2 super vilains. Et ce vilain, c'est bien entendu Skeletor, qui va être encore plus malin que Mumm-Ra et va réussir à le faire disparaître, à l'absorber et à devenir lui-même une sorte de mix entre ces 2 super vilains. Sauf que l'esprit de Mumm-Ra reste conscient et que donc on va avoir le droit à des scènes absolument improbables de dialogue interne entre les 2 super vilains. Il y a même des scènes qui clairement viennent rendre hommage à Evil Dead où le mec se file tout seul des poings sur la gueule et essaye de se taper parce que Mumm-Ra essaye de sortir du corps de Skeletor. Enfin bref, c'est assez improbable. Et à côté de ça, donc les Thundercats étant à la poursuite de Mumm-Ra, ils se retrouvent dans l'univers. En fait, il y a une sorte de collision, comme une sorte de crisis à la DC. Les 2 univers, ceux des Thundercats et Eternia, qui se rencontrent, qui vivent une collision. Et donc les personnages des Thundercats vont aller à la rencontre de ceux des Maîtres de l'Univers. Alors, c'est complètement neuneux, entendons-nous bien. Quoi, ouais. C'est un délire. Ce serait le scénario d'un dessin animé pour les enfants. On trouverait déjà que c'est concon, mais là, c'est plutôt destiné à un public adulte. Donc, on peut tout à fait trouver ça extrêmement léger en termes scénaristiques purs. Mais le truc, c'est que il y a un côté tellement délire de fan un peu naïf avec une sorte de de conscience du côté kitsch et décalé du scénario dans les dialogues. C'est-à-dire qu'il y a plein de phrases à double sens où clairement les méchants ou les héros font des grandes phrases qui semblent extraites de dessins animés, sauf que quand t'es un adulte et que tu les lis, tu vois très bien qu'ils sont eux-mêmes en train de s'auto-parodier. Et que du coup ça en devient assez savoureux et en tant que lecteur, moi je me suis mis à guetter l'apparition alors quand va arriver le maître d'armes, quand vont arriver toute l'équipe des Cosmocats. En gros, t'attends tes caméos en fait. Voilà, t'attends tes caméos tout au long du truc et là où ça réussit, c'est qu'en termes de fanservice, c'est-à-dire d'action, de bagarre, de personnages des Maîtres de l'Univers qui se bastonnent avec les Cosmocats et tout, c'est delivered quoi. C'est-à-dire que sur un plateau, il t'amène des scènes d'action dynamiques avec ces personnages qui se battent et il y a du sang
et il y a des membres coupés. Enfin, c'est-à-dire que c'est adapté d'un dessin animé, mais ça va quand même assez loin en termes de violence graphique. Du coup, ça crée même une sorte de décalage un peu étrange entre cet univers hyper coloré avec les dessins de Williams 2 qui sont très presque un petit peu cartoonesques et qui viennent ces personnages-là qui viennent se rentrer dedans de manière très parfois t'as l'impression de voir un peu du Warhammer, quoi. C'est vraiment très rigolo et du coup, alors on va parler que des 3 premières issues, mais moi je suis allé jusqu'au bout du truc et ça tient la route, ça tient cette ligne scénaristique et éditoriale jusqu'à la fin de l'histoire, et c'est vraiment un bonbon savoureux qui réussit à peu près sur le même terrain que Batman et Tortue Ninja avaient réussi aussi, c'est-à-dire un crossover a priori sur le papier un peu débile qui peut donner lieu à un truc kitsch. Si vous vous souvenez bien, le scénario de Batman Tortue Ninja, c'est quand même de la grosse fumisterie. Et en même temps, c'est grâce à ces éléments décalés, naïfs, voire un peu neuneux, c'est grâce à ça que ça fonctionne paradoxalement. Du coup, moi je le conseille. C'est une lecture fraîche, un peu enlevée, et pour peu qu'en plus vous ayez ce côté nostalgique du début des années 80. Si comme moi vous avez 34-35 ans et que vous avez grandi avec ça, ça va d'autant plus vous plaire parce que vous allez réaliser peut-être les fantasmes que vous aviez quand vous étiez petit et que vous faisiez s'affronter des jouets qui n'étaient pas issus des mêmes franchises. Bah là, ça se passe sous vos yeux et c'est, je trouve, plutôt pas mal fait. C'est très, c'est pas hyper ambitieux, ça reste très humble, très modeste, mais c'est bien, en fait, à son modeste niveau, ça marche, ça pète pas plus haut que son cul, et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Hélène, oh putain. Ça y est. Ça n'a pas tenu très longtemps. C'est le bon timing, c'est 20 minutes. Ouais, 20 à peu minutes. près 15 minutes d'émission pour que le mec se plante, quoi. Nivrae, donc. Ouais. Toi, est-ce que toi aussi t'as le même historique que Joe avec ces personnages-là, ou est-ce que toi c'était une découverte pure Alors ouais, je fais pas partie de la même génération. Je suis un peu plus jeune que vous et effectivement, quand j'ai commencé le comics, j'ai lu peut-être genre les 20-30 premières cases et j'ai fait hop, j'ouvre Wikipédia. Déjà, je voulais m'assurer que He-Man, c'était bien Musclor, parce que bon, j'avais quand même un doute, mais je me dis c'est dur bon, de faire le lien quand même. Voilà. Franchement, c'est pas évident. Après, vérifier, bon, Cosmo Cat, j'avais jamais vu du coup à l'époque quoi que ce soit, donc j'étais, je pense, beaucoup trop jeune. Surtout moi non plus. Ou voire pas née. Et du coup, une fois que j'avais repris les bases, lu un petit peu Wikipédia, je me suis lancée dedans et en fait, je me suis enfilé les 6 issues sans problème. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper drôle. Les gens qui font bien leur travail. Ouais, on en lire que 3, on en lit 6, boum. Je prépare la prochaine émission. C'est pas avec Mécanisme qu'on a fait ça. Tu peux pas t'arrêter en fait. Tu peux pas t'arrêter parce que t'as cette voix off qui m'a fait rire en fait, parce que les voix off, t'as une espèce de voix off à travers toute l'histoire et c'est jamais la même suivant les issues, qui raconte quelque chose et qui est assez drôle parce qu'elle se fout un petit peu de la gueule des autres, tout simplement. Hein. Et les personnages sont hyper colorés, hyper fun, c'est très teenager quand même sur le fond, et j'ai accroché en fait super vite. Une fois que j'avais situé qui était qui, en fait c'est passé tout seul. Donc toi, malgré le entre guillemets le manque de connaissances, de familiarité avec ces personnages-là, t'as quand même pu passer un bon moment. Exactement, et il m'a fallu un petit instant Wikipédia histoire de ressavoir qui était le méchant de qui, mais bon, Musclor Skeletor, je le savais, voilà. Même moi, je la connaissais pas du tout. Côté Thundercat, j'avais aucune connaissance là-dessus. Ouais. Donc il y a juste là-dessus où il a fallu que je me renseigne un petit peu pour voir qui étaient les persos, cette histoire d'épée, parce que aussi en fait on avait une, etc. Ouais. Enfin voilà. Mais une fois ça passé, j'ai adoré. Vraiment. Si on devait lister le nombre de fictions avec des épées légendaires. Voilà, c'est ça. En plus, comme il leur donne des noms, tu vas être sûr d'avoir compris que c'était la bonne et qu'il voulait bien piquer celle de l'autre. Enfin, voilà. On est chaud. Mais c'est vrai que Nivrae a parlé d'un truc que j'avais un peu omis dans ma review, c'est ces fameuses voix off
qui sont vraiment effectivement très marrantes parce qu'elles apportent un second degré complet à tout. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc un peu neuneux, la voix off le fait remarquer. C'est ça. C'est à chaque fois tu vois les méchants, il y a tout un passage où finalement Mumra qui est à l'intérieur de Skeletor, ils finissent par se mettre un peu d'accord et par établir un plan tous les deux et tout. Sauf qu'en fait, toi t'es là genre mais c'est de la merde leur plan, je comprends pas grand-chose. Et t'as la voix off qui est là genre les méchants sont tellement imprévisibles. Sous-entendu, ils sont vraiment très très cons. C'est hyper drôle, ça apporte un second niveau de lecture qui est assez savoureux effectivement. C'est bien, on a l'avis d'un fan, on va dire, oui, on peut dire fan. L'avis d'une personne qui ne connaissait pas. J'achète toujours aujourd'hui à 35 ans des jouets Musclor, donc oui, je pense qu'on peut dire que voilà. Et on va demander l'avis. Alors là, je pense que sans trop tricher, on peut dire que toi, t'es un fan aussi. Peut-être. Fais pas genre. Je sais pas. C'est bon, fais pas genre. Et donc ton avis à toi, pareil, séduit ? Alors moi déjà à la base je suis super client de ce genre de crossover sur les séries d'il y a 30 ans. Donc j'étais super partant pour lire ça déjà. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais chroniqué le Hasbroverse avec le gros crossover Transformers G.I. Joe. Donc on est un peu dans le même délire. J'ai trouvé que c'était du coup mieux fait parce que peut-être que ça se prenait aussi un petit peu moins la tête. Disons tu sens qu'ils n'ont pas besoin d'installer. C'est pas une série dans laquelle ils installent tout un truc à venir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un délire ponctuel. C'est un one shot, quoi. Donc oui, tu sais que tu vas pas lire non plus le prochain Watchmen, mais ça marche, c'est efficace. J'ai retrouvé plein de. T'as tous les caméos des vieux personnages qu'on a tous eu joués, enfin tous. Les nés après les riches avant 85 et riches, les vieux riches, voilà. Ou les amis de riches. Pour l'argent. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a plein de petits délires. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que je me souvenais plus, mais en fait, le père de Musclor, il est pas capable de distinguer Musclor de son fils. Je sens que Musclor, c'est juste son fils avec des muscles, en fait, quoi. Donc, Genre, même pas, il a des muscles. Ouais, il a juste son fils à poil, quoi. Mais c'est pire parce que c'est le même, quoi. Il y a pas de différence. Donc ça doit être aussi. C'est-à-dire au moins Clark Kent il met des lunettes, quoi. Le mec se fait un peu chier. J'avais pas vu sans les lunettes, c'est vrai, désolé. Donc il y a plein de trucs, et puis il y a plein de trucs de petits souvenirs comme ça qui reviennent, et puis ça marche bien, ça se prend pas la tête, tout le monde se tatane avec tout le monde, les méchants s'interchangent, il y a des alliances. Moi je me suis arrêté au 3 parce que j'ai pas eu trop le temps d'aller plus loin, mais dès que j'ai un petit peu de temps libre, je vais poursuivre ça, surtout que je me suis arrêté au moment du petit twist du crossover. Et du coup, je suis bien curieux de voir la suite. Ouais. Il y en a un qui a les deux épées en même temps, là, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, faut dire, pour les gens qui sont fans comme nous et qui nous écoutent, si vous aimez Skeletor, si vous aimez Mumra, il y a quand même une fusion des deux, s'il te plaît. C'est genre, il n'y a pas eu aussi bien depuis la fusion de Son Goku et Vegeta, si tu veux. C'est les deux plus gros vilains de quand on était petit qui deviennent un seul et même vilain. Surtout qu'ils leur donnent des petits noms. Voilà, c'est tellement alors, clairement, les univers aussi, ouais, comme disait Joe, les matchent super bien finalement. C'est un peu cette heroic fantasy, mais avec des chars, des tanks et des avions. Un truc et un des peu canons. science-fiction, c'est toujours ce mix un peu zarbe. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ce genre. C'est de la fantasy science-fiction. Enfin, c'est science fantasy, je sais pas. Écoutez, ça a l'air d'être un flagrant oui pour vous trois. Ah oui. Ce qui va nous permettre de passer à un autre comics. On espère qu'on va surfer sur la même vague. C'est Tony Vray qui nous la présente. Il s'agit du Sauveur en français et de Savior en anglais. On chronique également les trois premiers. Oui, j'ai pas parlé du concept des chroniques, mais c'est j'avais si bien commencé. Les trois premiers numéros. Encore une fois chez Image Comics. Il s'agit de quelque chose qui a commencé en 2015. Et qui est assez court en fait. Apparemment il y avait 8 issues et aujourd'hui le TPB est déjà disponible. Voilà. Donc du coup Savior ou Le Sauveur en français qui est donc publié chez Image Comics et en VF chez Delcourt. Donc en VF il est sorti fin mars, 29 mars, donc on peut déjà le trouver. Ah donc c'est vraiment frais. Oui c'est vraiment, attends, je fais quand même un effort. Ça fait fresh. Et du coup en VO 2015-2016, donc ça commence à dater un tout petit peu. Donc c'est une série qui a été créée par Todd McFarlane. Alors ça vous dit normalement quelque chose. Alors pour deux raisons, c'est que c'est le co-créateur d'Image Comics, et que c'est le papa de Spawn. Voilà. Et donc comme il a su bien s'entourer, il a pris ses potes qui ont travaillé sur Spawn aussi. Donc on retrouve avec lui Brian Holguin qui travaille aussi sur Spawn et Clayton Crane qui faisait aussi du dessin et de l'encre sur Spawn. Donc un grand monsieur du comics qui lâche un peu son héros de Spawn et qui se lance sur
one-shot, un court 8 issues pour son sauveur. Ça va. Donc voilà. Donc de quoi ça parle ? En fait, on débarque dans le monde moderne, un crash d'avion. Classique. Classique, Pour dans les une pilotes, petite en ville général. d'Amérique. Genre tout va bien et un jour tout va mal. Tout pourrait être à peu près normal dans ce crash si il n'y avait pas un sauveur qui était apparu. Et ce sauveur, c'est un homme nu qui sort d'un champ, alors vraiment nu, avec une petite fille dans les bras qui n'est pas blessée. Et là, Alors qu'elle a été projetée de l'avion. ouais, elle a été projetée de l'avion. Bon, voilà, elle n'est pas blessée. 3 fois rien, si tu Et il y a un homme nu qui la sort d'un champ. Et forcément, toute la ville est en émoi entre savoir qui est cette personne, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait là. Il disparaît, il réapparaît, on ne sait pas trop qui il est. Et entre les journalistes, la police, on a une espèce d'enquête et de savoir qui est cette personne. Et en plus de ça, toute la tragédie autour de l'avion, du crash de l'avion. Ce qu'il a causé. Un petit côté de religion aussi. On est aux USA, donc forcément la religion est là. Est-ce que c'est un petit côté ce sauveur ? Est-ce que c'est le Messie ? On a savoir si c'est un super-héros, tu vois. Est-ce qu'on accepte plutôt un Messie, un super-héros ? Comment ça se passerait si ça se passait en fait pour de vrai, quoi. Imagine, un avion se crash demain, quelqu'un sauve une gamine, tu te dis mon Dieu, c'est un super-héros, c'est un Messie, est-ce que tu y crois ? Donc t'as pas mal de questions qui se posent et du coup c'est hyper intéressant. Et autre très très bon point du comics, c'est le dessin. C'est du semi-réaliste, c'est hyper beau. En fait, chaque grande scène est magnifique. Tu te dis, j'ai envie de le récupérer, j'ai envie de le poster sur mon mur chez moi. Bien appliqué justement pour ces c'est vraiment magnifique. Les grandes scènes sont vraiment belles. Et après, les personnages, c'est vraiment du semi-réalisme, quoi. Donc, les visages sont plutôt beaux, plutôt travaillés. Et c'est... il y a des scènes magnifiques. L'avion qui se crache, c'est sublime. Est-ce que horrible, mais sublime. Est-ce que, McFarlane, pardon, c'est difficile de trop facilement critiquer son boulot, on va dire, mais est-ce que le fait qu'on ait à faire une série, en tout cas courte, ça permet aux artistes justement de s'appliquer pour ce genre de choses plutôt que dans une série, tu sais, à 250 issues où on peut se relâcher un petit peu. Là, je pense que ils prennent plus le temps de travailler les personnages. Tu sais que ton personnage, tu vas le voir que pendant 3 issues, tu le développes un peu plus. Je pense que tu te fais un peu plus plaisir pour rendre ça beau. C'est peut-être... après, t'as pas grand détail, je dirais, dans les paysages ou comme ça, mais c'est vrai que sur les personnages, sur les objets, il y a vraiment un travail qui est fait assez fou. Ça change. Je sais plus de quels comics on parlait. On disait que il y avait que les personnages principaux qui étaient mis en avant et tous les décors c'était que des rectangles au fond qui n'avaient aucune. Il y avait aucune profondeur en fait. C'est pas très longtemps, mais c'est le 3e comics, ça. Comment tu du coup, toi, Grégo, pareil, est-ce que t'as Puisque t'ouvres ta gueule. Ouais. Est-ce que toi, pareil, t'as su voir un art encore, bien sublimé dans cette histoire? Alors, première réaction, c'est en effet les dessins, quoi. Tu ouvres et tu dis, waouh, c'est super beau. Ça doit être du digital painting, j'imagine. Je pense qu'ils ont dû passer un temps certain à réaliser tous les dessins. Donc du coup, déjà, ça marche, parce qu'en plus, c'est clair, c'est limpide. J'ai trouvé ça assez... c'est un côté un peu cinématographique, en fait, dans le réalisme et dans les plans des personnages, etc. C'est moins comics même pas du tout comics dans le sens comics super-héros. Et il y a, oui, comme disait Nivrae, il y a cette double page là qui te surprend un peu, comme expliquait Balak la dernière fois. Tu tournes ta page et d'un seul coup tu as cette double page de l'avion qui se crache, qui est vraiment saisissante, quoi. Et c'est pareil, j'ai eu envie de faire un gros screenshot et de le poster sur mon wall Facebook. J'ai regardé ça, c'est regarde ce trop qu'a fait mon fils sur le Bouya Comics Club. Donc ça c'est le premier point. Donc ça, du coup, ça marche. Donc ça, c'est vachement efficace pour te mettre dans l'histoire. Ensuite, tu as l'histoire en elle-même. Je trouve que c'est super bien amené. Tu commences tout de suite dans le vif du sujet. Enfin, ça commence tout de suite avec un petit mystère et puis un flashback, et du coup toute la première issue pose bien les persos avec un bon twist à la fin, et chaque épisode ça avance, les personnages évoluent, t'as ce thème, oui, de la religion, du sauveur, de l'élu, on sait pas trop, qui est un peu omniprésent tout le temps, et ça marche super bien, vraiment. Et c'est pareil, je me suis arrêté à 3 parce que j'étais un peu
pris par le temps, mais j'ai vraiment mis ça sur ma liste des choses à continuer, et surtout s'il y a que 8 numéros. Je signe. Ouais. Et du coup, le TPB est déjà dispo, donc en plus, tu peux croquer ça d'un coup. Et toi, Joe, alors, pareil, en plus, je pense que t'as un petit lien avec Monsieur McFarlane. Non, C'est mon oncle. Absolument. Ouais. Comment tu sais? Non, mais un lien d'appréciation. Enfin, il me semble que soit Spawn. Alors non, justement. Alors bon. C'est jeté moi non plus. Je vais être un peu avec McFarlane. Ouais. En fait, McFarlane, je le respecte énormément pour tout ce qu'il a apporté visuellement aux comics entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90. En revanche, j'ai jamais trouvé que c'était un grand scénariste. D'accord. J'ai trouvé que j'ai certainement trouvé que c'était un grand scénariste quand j'avais 16 ans et que j'étais con. Mais quand j'ai relu Spawn, après avoir atteint l'âge adulte, je me suis dit c'était quand même sacrément con Spawn, mais ça avait de la gueule. Ouais. Donc tu vois, et ça a toujours de la gueule d'ailleurs aujourd'hui quand tu relis Spawn, tu te dis putain, c'était quand même très stylé, même si ça ne raconte rien de très intéressant. Du coup, McFarlane, beaucoup de respect pour le parcours de ce mec de toute façon, pour la création d'Image Comics, la sorte de petite révolution dans le monde du comics. N'empêche qu'il a instigé quand il a créé Image et qu'il a permis aux créateurs de posséder leurs super-héros, leurs histoires. Donc vraiment un mec qui est respectable sur certains points et puis qui d'un autre côté a une personnalité un peu ambivalente en termes de la manière dont il a géré commercialement son truc par la suite et certains de ses choix de direction artistique perso. Voilà, enfin j'ai pas adhéré à tout et je trouve que le mec vieillissait pas forcément à la hauteur de sa légende. Mais ça, c'est un truc à part du comics dont on parle là, qui s'appelle Savior, que j'ai abordé un peu avec méfiance, justement, parce que j'ai vu McFarlane au scénar et je me suis dit, bon, ça va peut-être être un peu neuneux, parce que, par exemple, la série Haunt qu'il avait co-créé avec Kirkman aussi il y a quelques années, qui me semblait être une sorte de négatif de Spawn, j'avais trouvé que c'était assez calamiteux et je me disais, putain, tous les trucs que je trouve bien avec Kirkman sont vampirisés par les aspects foireux des scénarios de McFarlane. Du coup, ça m'avait emmerdé. J'ai été rassuré par le fait que c'est 8 issues, donc je me suis dit bon, voilà, ils ont commencé le truc et qu'il est pas tout seul au scénario. Et effectivement, je pense pas que ce soit lui qui ait écrit les dialogues. À mon avis, il a établi les grandes lignes de l'histoire. T'as pas reconnu ce que tu n'appréciais pas trop de lui, c'est ça? Pas forcément. Je trouve pas que ce soit parfait, parce que justement, on sent qu'il a dirigé le truc. Et que t'as un mec qui doit, avec les directives de McFarlane, créer un truc finalement cohérent et écrire des dialogues, et que je suis pas persuadé que le travail scénaristique se soit toujours fait de manière assez heureuse, parce que il y a des moments où je trouve que l'histoire est limpide et où ça passe parfaitement, et il y a des moments où moi en tout cas j'ai pas trouvé ça hyper évident ce qui se passait, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas dans le sens où tiens c'est mystérieux, j'ai envie de savoir, d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe, plus dans le sens où tiens il y a deux scènes qui se suivent là et qui je trouve s'enchaînent de manière assez dégueulasse, et ça me fait, il y a des moments où j'ai perdu le fil du truc clairement. Visuellement, si je reconnais qu'il y a un travail assez dingue derrière, personnellement, c'est malheureusement pas le genre de dessin qui m'attire beaucoup, parce que ouais, c'est très digital tout ça, et pour moi ça perd un peu en humanité. C'est une histoire qui justement dans laquelle le facteur humain est très important, où on a plusieurs personnages, il y a plusieurs personnages principaux, mais il y a aussi pas mal de personnages annexes. Ça se passe dans une petite ville du Midwest américain, donc forcément t'as ce côté communautaire où tu vas découvrir un petit peu la grosse histoire, mais aussi toutes les petites histoires qui gravitent autour. Et donc ces histoires qui traitent de personnages dans lesquels tu peux te retrouver assez facilement, qui sont tous profondément humains, je trouve que ça aurait peut-être gagné, pour ma part, à avoir une direction artistique justement peut-être plus crayonnée, avec des couleurs moins digitalisées, quitte à ce que ce soit peut-être un peu moins attrayant visuellement, mais tu vois, je pensais parfaitement à une illustration dans le genre de Rachel Rising par exemple. D'accord. Tu vois, quelque chose de très minimaliste, mais où tu sens une sorte de truc presque organique en fait quand tu le lis. Je pense que pour moi ça aurait peut-être rendu le truc plus intéressant. Du coup, voilà, ça traite des grands thèmes.
Il y a rien de révolutionnaire, mais c'est effectivement profondément américain et les problématiques que ça pose sont parfois assez intéressantes. Je me souviens par exemple dans la première issue d'un discours sur les propagations des informations aujourd'hui depuis la création d'Internet et comment tu peux tout à fait, si t'as pas envie de te confronter à des avis qui divergent du tien aujourd'hui, choisir tes sites, tes sources d'informations pour faire en sorte qu'elles ne contredisent jamais en fait tes propres idées et tes acquis. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des amorces de discours intéressants. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de thématiques abordées et que pour le moment, parce que j'ai pas terminé, pour le moment, je trouve que aucune n'est vraiment poussée suffisamment loin. Et j'en reviens à Spawn, du coup. C'est pour moi ce qui, après coup, avait fait avait créé la défaite scénaristique ultime de Spawn pour moi, c'est que à vouloir traiter tellement de personnages, tellement de thèmes et tout, tu finis par te dire bah ouais, mais en fait t'aurais mieux fait de te concentrer sur un truc et conclure bien ton arc et ton récit et ta thématique plutôt que de trop dépendre de trop t'éparpiller, ce qui souvent est l'écueil des histoires de McFarlane. Après je le redis, j'ai lu la moitié, je crois. Donc du coup, il me manque toute la moitié de l'histoire. Mais pour le moment, je suis partiellement convaincu. C'est vraiment pas inintéressant, mais je suis pas sûr qu'au final, ce soit pour moi. Après, c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Il évoque énormément de sujets et c'est vrai qu'il a que 8 issues, c'est pas très long. Et effectivement, c'est vrai qu'il en survole pas mal, surtout sur le départ. Après, il a mis beaucoup de personnages, mais je trouve que ça, par contre, il a plutôt bien mesuré, en tout cas, ce qu'il faisait, et c'est assez équilibré, en tout cas, sur ces personnages-là. On a pas mal de flashbacks, pas mal de petites infos sur les personnages. Mais c'est vrai que sur les grands sujets, il a beaucoup de gros sujets, en fait. Ouais, ça peut paraître très monolithique. C'est ça. Enfin, il y a des sujets qui sont clairement des monolithes. Oui. Tu vois, où t'es là, genre, mec, là, tu t'attaques à une, enfin, vraiment, limite, une vision philosophique de certains trucs et tout. Clairement très ancré dans la psyché américaine et il le fait selon moi de manière un peu brute, ouais, pas bourrine, c'est pas vraiment ça, mais je trouve parfois que le récit se laisse un peu étouffer justement par ces grands concepts qui s'affrontent ou auxquels ils se mesurent, et que ça aurait peut-être gagné à les contourner ou à en tout cas les traiter peut-être justement plus à hauteur d'homme que là. T'as l'impression qu'en fait tous les personnages qui sont effectivement très crédibles, qui sont variés, qui sont intéressants, sont un peu écrasés par le poids des thématiques qui sont très solennelles comme ça. D'accord. Bah, tester. Là, moi, tester, ouais. Vous, quand vous m'en parlez, ça me fait penser à ça me donne l'impression de ressembler un peu à The Leftovers, du coup, un mélange d'un drame qui arrive à une communauté et toute un poids religieux qui pèse aussi dessus. En fait, on sait pas forcément si c'est mystique ou si c'est, enfin bon, là pour le coup, il y a un petit côté en fait, une partie de l'histoire fait penser un petit peu à Leftovers. D'accord. Mais c'est pas sur la totalité. C'est un comparo, c'est surtout parce que c'est dans l'actualité en ce moment, c'est pour ça, mais là on parlait de ça. Et donc là on va parler de totalement autre chose. C'est Grégo qui va nous présenter la 3e revue de cet épisode. Il s'agit d'un titre qui s'appelle Mechanism, d'un artiste et scénariste du coup qui s'appelle Raffaele Ienco. C'était c'était chaud. Paru pour la première fois. Est-ce que c'est un gardien de la galaxie? Non, Noël. Qui est paru en 2016 en juillet, et depuis quelques mois ce comics est disponible en TPB et Grégo va nous dire s'il va falloir l'acheter ou pas. Tu veux que je le dise tout de suite parce que c'est très simple. Voilà. Et donc, on passe à la troisième. Je tenais à m'excuser auprès des autres chroniqueurs et auprès de l'ensemble de l'équipe de Comics Outcast, mais aussi des auditeurs. Je trouve que tu fais quand même souvent ça. Hein, pour les derniers choix que j'ai faits là, si on revient sur Adrian's Fall la dernière fois, qui était déjà passablement mauvais, là je pense qu'on a peut-être atteint un nouveau maître étalon. J'avais Podemron en tête. Et par rapport à Symétrie? Et ben justement, je connais pas Symétrie, mais je n'ai aucune envie de le lire. Chacun ses standards. Je vais bientôt le lire. C'est du même auteur. Hein. Garde-moi la surprise. On a déjà un participant au Booyah Awards 2017. Alors,
De quoi ça parle, Mécanisme? Alors pourquoi Mécanisme? Puisque la dernière fois, en fait, j'avais préparé une petite liste de comics qui me disaient bien, notamment par rapport à leur titre, leur thématique ou leur couverture. La dernière fois, j'avais l'astronaute d'Adrian Swall, et là, j'avais le robot de Mécanisme. Je me suis dit, oh là là, ça va être bien, ça, il y a des robots. Quelle erreur. Nous sommes dans un futur proche. Alors, vous m'arrêtez si à un moment vous voyez une thématique qui n'est pas cliché, hein, d'accord ? Nous sommes dans un futur proche. Une race extraterrestre est apparue, appelée les geckos. On a plus ou moins... C'est pas une race extraterrestre, Merci, hein, c'est des lézards qui existent sur Terre depuis très longtemps, les geckos. Ils sont un peu évolués bizarrement. C'est pas les mêmes. Ah, C'est des geckos humanoïdes. Et tu peux remettre le petit son de trompette un peu grave? Humanoïde. Voilà. Et donc l'humanité lutte contre ces geckos, se réfugie dans des villes. Et globalement, voilà, il y a un personnage, on a du mal à savoir si c'est le héros. Déjà, on a du mal à savoir s'il y a vraiment un héros dans l'histoire. On commence par suivre un fermier et son chien. On se dit, c'est peut-être lui le héros. Finalement, peut-être pas. En tout cas, il y a un des personnages peut-être le chien le plus attachant de ces 3 premières issues. C'est possible. Qui a fabriqué donc un robot qui est destiné à être plus ou moins l'arme qui va sauver l'humanité des geckos. Et pourtant, les geckos, ils n'ont pas l'air non plus super ouf niveau bellicosité, on va dire. J'invente des mots, tu me noteras. Et donc, ce robot est censé être l'arme ultime contre les geckos. Seulement, en 3 issues, on va pas trop savoir ce qu'il est capable de faire ou même de dire, puisqu'il va se contenter d'observer. En fait, il va commencer l'aventure en stage d'observation parmi un duo de policiers. Peut-être sont-ce les 2 personnages principaux, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est eux. Donc évidemment, très cliché, les 2 policiers. Et voilà, en gros, c'est un peu le résumé des 3 premières issues. Attends, il se passe rien? Non. Il se passe absolument rien. Et en plus, si, vous exagérez, il se passe des trucs. et l'absence d'action est rendue particulièrement ennuyeux par un découpage extrêmement statique et peu dynamique, à savoir 4 cases par case. Là, je regarde en même temps. Hein. Dont à la fin de l'issue 2, il s'est dit merde, il me reste 2 pages et j'ai plus que 2 cases. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 1 case par page, quoi, en plein milieu, quoi. Bref, ça c'est le point un petit peu scénario-histoire. Deuxième point, niveau dessin, etc. Tu ouvres la première page et tu te dis c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Enfin, moi qui suis, je pense, assez tolérant niveau rendu, là on est vraiment dans du gros dégueulasse, quoi. Il y a... Les couleurs, ça ne va pas. C'est criard, ça manque de contraste, c'est peu lisible. Et tous les personnages, je crois que ce ne sont en fait que des modèles 3D qui ont soit été rendus tels quels avec des textures dégueulasses, soit décalqués avec un crayon dégueulasse, je sais pas. Mais c'est très moche. Alors au début, je me suis accroché, je me suis dit ne te fie pas à l'apparence, ce qui est important, c'est le contenu. Mais comme au bout de 3 issues, il n'y avait toujours pas de contenu, voilà, pour moi ce sera un grand non. Et je m'engage pour le prochain Comics Outcast auquel je participerai à vous trouver une vraie bonne histoire. Auditeurs, prenez-en note. Prochaine participation de Grégo, ça va être un truc un triple oui et un truc de ouf. Je suis tellement rattrapé là. Alors du coup, Joe, tu disais qu'il exagérait, que Grégo exagérait. Attends, il y a des trucs. Alors vas-y, fais-nous part de ce que tu as pu déchiffrer du comics. Non, il faut quand même dire qu'on est effectivement dans un futur proche, mais il y a un passé dans ce futur, puisque tu t'aperçois que si Grégo a choisi ça, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait des robots. Et effectivement, il y avait des robots. À un moment, l'arme de l'humanité pour affronter les geckos, c'était des sortes de robots qu'on imagine, parce qu'on n'a jamais vu comment ils fonctionnaient, mais que c'était des sortes d'exosquelettes, c'est-à-dire qu'il y avait des pilotes de robots, si tu veux, des mecs qui se mettaient dedans et qui, avec leurs gros robots un peu balourds, allaient affronter les geckos, si tu veux. Sauf que petit à petit, ils sont devenus obsolètes et qu'ils ne servent plus à rien. Sauf que, et c'est là peut-être le seul point scénaristique intéressant de ces 3 premières issues, ce fameux robot humanoïde qui est en stage d'observation avec le duo de flics, là, le flic et la fliquette, eh ben on s'aperçoit que, d'une certaine manière, sa conscience serait peut-être reliée aux consciences de tous ces robots abandonnés. Et que peut-être qu'il pourrait leur redonner le goût de la bagarre. Et du coup, il y a un plan
une case que j'ai trouvée un peu badass. Peut-être que c'est parce que tout le reste était hideux et moche et nul, quoi, que d'un coup t'as ce fameux vieux là dont tu t'aperçois au final que c'était un ancien conducteur de robots. En tout cas, il était, je sais pas s'il pilotait des robots, mais c'est un retraité de l'armée, si tu veux. C'est vrai. Et il habite dans une sorte de vieille ferme reculée où il y a des vieilles épaves de robots partout autour de lui. Et d'un coup, toutes les épaves de robots, elles se réveillent et comme une sorte d'armée robotique se dirige vers la ville où les geckos sont en train d'attaquer le dernier bastion de l'humanité, peut-être. Et tu te dis, si ça se trouve, dans 50 issues, quand ils auront fait avancer un peu leur truc, il y aura une grosse bagarre de robots versus les geckos, et ce sera sympa, ça aura un peu de gueule. En attendant, c'est extrêmement moche, c'est extrêmement long, les personnages ne sont pas du tout attachants, le duo de flic et de fliquette, genre... c'est quand même parce que en plus ils essayent d'installer une sorte d'ambiance buddy movie où genre il y a la fliquette qui est une sorte de fille de riche qui a accédé à sa place, qui a un rôle qui est une sorte de gradé, sauf que en fait elle est pas du tout passée par affronter les geckos avec des lance-flammes dans la rue avant d'obtenir son poste, tu vois, c'est parce que c'est une fille alors que le black, parce que c'est un black évidemment, qui a une grande gueule et qui l'accompagne, lui tu vois, il en chie, il a connu le bitume, il a affronté les geckos avec des lance-flammes, il a vu ses potes mourir, il s'est fait poursuivre et tout, donc c'est quand même facile d'instaurer une ambiance buddy movie et de rendre un duo un peu crédible. Sauf que là, non, ça marche jamais. Et Grégo, tu veux ajouter quoi, je veux juste dire, c'est vrai que j'ai déjà oublié le truc. Je l'ai dit il y a pas longtemps. Parce que c'est de la merde. Ouais. Et en fait, pour lutter contre les geckos, ils utilisent des lanceurs de flammes, des pyros, machin. Et en fait, c'est exactement les pyros de Team Fortress 2. Ils ont le même costume, la même tenue rouge. Oui, ils sont habillés pareil. Ouais. Mais en fait, ça doit être ceux de Team Fortress 2 qui doivent être déjà habillés comme je sais pas quoi, je pense. En revanche, évidemment, les geckos ne ressemblent à rien. On dirait des plantes humanoïdes. J'ai tourné 2-3 pages, c'est vrai qu'on dirait que j'ai la flemme de finir le visage, alors je fais rien. J'ai une idée, je vais faire des méchants sans visage super facile à dessiner. Ils sont tous exactement pareils. Adrien ? Parce que j'étais en train de me dire Raphaël Yenko, mais ça me dit quelque chose. Alors je viens de rechercher dans notre petite base de données là. Ah oui, c'est vrai. Devinez sur quoi a bossé Raphaël Yenko. Symétrie. Non. Mais jamais je vais réussir à le lire. Non, mais parce que là j'étais en train de regarder par-dessus l'épaule d'Ikea, genre effectivement c'est la même technique, c'est genre des modèles en 3D avec de la peinture par-dessus, et c'est Raphaël Yenko, messieurs dames. Bonjour, je n'ai pas de race. Et au c'est moins, marrant. ce mec a son style. Oui, mais si vous cherchez ça sur Wikipédia, déjà j'ai pas trouvé de page Wikipédia, mais vous trouvez sa photo, il a l'air de se faire chier sur sa photo sur internet. C'est assez impressionnant. Mais il fait tout Il y seul. a des trucs à raconter sur le mécanisme. Et du coup, alors Hélène, toi aussi, des œufs. Enfin, Ni vrai. Mais Il n'y merde. arrivera pas, il n'y arrivera pas. Ni vrai. Après avoir lu ces deux, enfin je sais pas dans quelle heure tu l'as fait, mais t'as lu ces deux autres comics et t'as lu ça. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'ai envie de participer à cette émission ou... Non, après j'avais écouté l'émission Tu savais qu'il y avait précédente, souvent de la tu vois, merde. donc je me doutais qu'il y aurait quelque chose de caché derrière ça. Non mais bon, je l'ai lu. J'ai lu 6 issues. Parce que je me suis dit, on sait jamais. T'as eu 6 issues. Mais je me suis dit, peut-être C'est le qu'il nouveau va se format passer d'émission, quelque en fait. chose, tu vois. Et alors, il se passe Non, mais quelque parce chose après les robots qui se baladent ou pas? Eh bah, ouais, vite fait, mais c'est pas non plus très convaincant. Oh. La conclusion du truc, tu fais ok. C'est dans le summum du cliché, en fait. C'est toujours cliché. D'accord. Et ouais, bah, j'avais noté très clairement le design, en fait. La pluie est bien faite. Attends, je regarde. J'avais noté pluie avec un petit cœur à côté. Je Un trouvais que gros la bisou. pluie était jolie, tu vois. Elle sert surtout à économiser des zones où il faudrait Mais c'est dessiner possible, sinon. ouais. En fait, je trouvais qu'il faisait vachement, donc du coup, des grosses images, Ça mais qu'en masque fait, bien. t'as rien dans ton image. Il se passe rien, t'as pas d'action, t'as juste une bulle à côté de ton image, mais elle pourrait dire n'importe quoi, la personne. C'est ça. Il y a pas d'intérêt à tout ça, quoi. Et Je regarde. et surtout beaucoup trop. Enfin, il y a trop d'histoires. Tu démarres les premières pages, t'as plein de personnages, t'arrives pas à les lier, tu sais pas ce qu'ils veulent faire ensemble, et t'as aucun personnage pour qui t'éprouve un intérêt spécial, quoi. Le mec avec son chien, on sait pas trop ce qu'il fait là. Si, il bouffe de la bouffe pour chien, d'ailleurs. On a ce duo de flics qui se bat dans la voiture. On a ces monstres, on sait pas trop d'où ils sortent, ce qu'ils veulent faire. On comprend pas trop, quoi. Ça m'a pas passionné, mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre. Et ouais. Même le chien est moche. Tout à ton honneur. Donc tu confirmes que 3 issues plus tard, c'est toujours non? Non, bah, il se passe un petit quelque chose, mais ça m'a pas. Ouais.
Petit je ne sais quoi. Ne te force pas. Et c'est vrai que de par même la pose en 3D, des modèles 3D, on a des dessins absolument pas dynamiques du tout, quoi. C'est ennuyeux à lire en fait dans le visuel. Même quand ça devient dynamique et qu'il y a de la bagarre et tout. Enfin, moi, j'ai le souvenir des deux flics qui se retrouvent face à un pack de geckos avec le vieux qui revient avec sa bagnole qu'en écrase un et tout. Enfin, tu sais, il est censé se passer pas mal de trucs en même temps et du coup, tu te dis wow. Sauf que non. À un moment aussi, il y a une course-poursuite où en fait j'ai dû reprendre plusieurs fois les cases pour comprendre que les personnages avançaient. Puisqu'en fait, c'est le décor qui change autour d'eux et là tu dis ah oui, ils sont en train d'avancer du coup, tu vois. Enfin bref. C'est dommage d'avoir fini sur cette note parce qu'on était bien parti avec les deux premiers. Bon, c'est pas grave, on vous laisse Non, je m'excuse, hein, Greg. On vous laisse auditeurs, vous faire vos propres avis. Si vous avez l'occasion de les trouver dans vos librairies près de chez vous, de les acheter en ligne sur des sites différents et de donner votre avis, vous pouvez le faire dans les commentaires du site de Radio Kawa ou alors entrer dans les discussions dans le Bouya Comics Club sur Facebook. On se retrouve tout de suite pour parler de Marvel et sa nouvelle ligne éditoriale et des Gardiens de la Galaxie. À tout de suite. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur 2 sur Radio Kawa. Et est-ce que là, on va aussi aborder un grand dossier qui déboîte ? Qui déboîte. En fait, on va discuter tranquillement d'une petite news qui est tombée il y a pas très longtemps concernant Marvel. Alors Marvel Comics, c'est naturellement la grande maison des idées qui a annoncé c'était le week-end précédent lors d'un salon à Chicago, pas Illinois, pour parler du futur de ses publications. Il s'agit, ma voix elle est partie en live. Il s'agit en réalité d'un événement qui sera publié à la fin de l'année 2017 donc au doux nom de Marvel Legacy, qui aura pour but de rafraîchir la gamme avec un retour aux sources de l'univers Marvel et de ce qui en a fait la grandeur. Donc ça, c'est directement les mots de Quesada et compagnie, donc les gros pontes de la maison. Et aux commandes de ce nouveau Big Bang éditorial, deux noms dont on a nombreuses fois parlé ici dans les ondes de Comics Outcast, Jason Aaron. C'est quoi oui, c'est Ben qui est en train de jouir. Voilà. D'ailleurs, ça nous parvient jusque le bruit. Et Sad Ribic à l'illustration également, donc Secret Wars. Enfin d'ailleurs, ils ont même bossé ensemble dans le premier run de Thor God of Thunder. De God Butcher ou un truc comme ça. Ça c'était le sous-titre, mais c'était le titre entier, c'est ce run là. C'est même celui d'après, très joli. Ouais, magnifique. Joli. Parce que moi c'est ce qui m'a fait lire Thor, franchement. Donc voilà, associé à nouveau donc pour ce lourd projet, pour ce gros one shot qui en fait va être un volume de 50 pages qui va être donc publié autour de octobre-novembre, donc juste avant Noël. Le fait d'avoir choisi ces deux personnes, c'est un gros pari de Marvel, parce que Jason Aaron est donc une grosse figure de proue de pas mal de publications qui sont bien intriquées dans la continuité MCU, on va dire. Et Ribic, T'as dit la continuité du MCU. Donc de l'univers Marvel des comics, on va dire. Du Marvel Comics Universe, ouais, ça marche. Ça MCU, voilà. Ça fonctionne. Et là, c'est quoi, cinématique, voilà. Marvel, tu parlais de ça tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Marvel en profitera pour remettre certains de ses titres à 0 en termes ou à 1 en termes de numérotation, et on sait pas encore lesquels. Bon, on imagine que un peu comme dans une autre maison d'édition d'ici, pour ne pas la nommer, ils vont choisir en gros sur lesquels ils veulent garder le décompte historique, d'où le côté legacy, en fait c'est vraiment transmission, en fait c'est genre on revient aux sources. Donc on imagine que Avengers, Spider-Man, qui si vous vous rappelez bien s'est arrêté au numéro 700, devrait peut-être là être au
790 ou donc voilà, il y aura ce côté aussi un petit peu nostalgique de je reprends entre guillemets mes habitudes que j'avais avec la longue histoire de publication de tel ou tel personnage ou telle série. Et ont été teasés les retours de pas mal de personnages qui avec la publication actuelle ont disparu, par exemple Tony Stark, enfin quand je dis disparu c'est à dire que ou remplacés ou donc Tony Stark, Odinson, Bruce Banner, voilà, ils ont tous une contrepartie, un alter ego qui n'est plus, enfin qui joue le rôle du personnage mais qui n'est plus eux, soit par mort, soit par j'en ai marre de ce boulot ou par chômage. Et du coup les ruptures conventionnelles du coup. Exactement, c'était un très très long CDD, mais il faut se séparer de vous là, parti trop tôt. Il y en a pas assez qui sont partis trop tôt. La vraie question c'est est-ce que Steve Rogers va redevenir sympa? Eh ben ça, je pense qu'on le saura dans quelques semaines. Là, on a encore franchi un palier en termes de connarderie de ce mec là récemment. Si j'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre que. Tu parles du fait que Steve Rogers dans Captain America aurait toujours été un fils de pute. Voilà. Depuis le début. Eh ben, ça, je sais pas si ça va être traité. Enfin, j'imagine. Je pense que nous, on va en parler à un moment. Il y a bien quelqu'un qui va se dévouer pour lire ce truc. Lire ça. C'est dommage que Gaylor soit pas avec nous. Gaylor, si tu nous regardes, lui aussi, il est parti trop tôt et trop loin. Si tu nous regardes, déjà, c'est que t'as une sacrée vision. Et surtout, c'est chaud. Parce que depuis le Kenya, non, le Mali, c'est Wakanda. Kenya. Wakanda, c'est exactement. Il est du Wakanda, c'est au Kenya. Il est balèze. On te fait des bisous, Gaylor. Du coup, vous, alors, je suis pas sûr de votre consommation quotidienne, en tout cas. Dans votre côté, est-ce que vous lisez du Marvel et est-ce que ce genre de nouvelles vous dit je vais pouvoir recommencer Marvel parce qu'ils font tout à zéro ou en fait ça vous passe vraiment au-dessus de la tête? Moi, ce sera comme d'habitude, c'est-à-dire que ça va dépendre des personnes qui sont impliquées dans les différentes séries. Moi, je suis plus un lecteur DC que Marvel, donc du coup, quand je me mets à du Marvel, c'est généralement grâce à ce genre d'événements, c'est-à-dire quand je sais qu'un truc va revenir un peu à zéro et me permettre un bon point d'entrée dans la série d'un personnage que j'aime bien mais que je ne lis pas parce que trop de trucs, trop long, trop de trucs à rattraper et tout. Peut-être que là, effectivement, s'il y a des créateurs, des auteurs, des dessinateurs intéressants sur certains persos, ça m'incitera à m'y remettre. Le truc, c'est que entre Marvel et DC, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais en fait, ces remises à zéro. Tous les 6 mois, et que du coup, au bout d'un moment, t'es là, genre, j'ai l'impression que ça cache quand même un sacré manque de cohésion ou de succès dans leurs différents reboots, puisqu'à chaque fois ça redevient très rapidement trop vite la merde et ils sont obligés de remettre les compteurs à zéro tout le temps, ou même de confiance, parce que si ils laissent pas s'installer un truc, est-ce que c'est pas et du coup c'est chiant quoi, parce que là effectivement, alors je lis pas donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais le fait qu'il y ait plus Bruce Banner et que ce soit un autre mec qui devienne Hulk, le fait que Iron Man soit une nana, le truc sur lequel j'avais été que j'avais le plus suivi parce que j'avais fait partie d'un Comics Outcast où on en avait parlé, c'était Thor, qui n'était plus worthy et qui du coup était remplacé par un personnage féminin. C'est des trucs intéressants quand même, tu vois. Et pardon Adrien, j'ai envie d'inviter les auditeurs qui sont d'accord ou pas avec toi à écouter l'épisode précédent où Balak faisait une petite charge contre cette stratégie de Marvel de féminiser tous les personnages, tu veux dire? Pas forcément féminiser, mais les transformer plutôt que d'inventer des nouveaux personnages. Non mais ça je suis totalement d'accord avec lui. Sauf que une fois que c'est fait, on peut complètement s'en plaindre, mais une fois que c'est fait, à la limite, t'as envie que les mecs aillent, quitte à le faire, autant aller jusqu'au bout de l'idée et laisser le temps et laisser sa chance au produit, comme on dit. Mais les comics. Et donc voilà, perso, ça me. Mais pardon, je crois que j'ai pas bien compris, parce que tu dis remise à zéro, mais finalement il y a un retour à l'ancienne numérotation, donc c'est plutôt. Oui, mais ça veut dire. En fait, c'est ça le truc vicieux, c'est que, par exemple, l'exemple frais qu'on a, c'est celui de l'an dernier avec DC Rebirth, Renaissance DC chez Urban, où on a eu des histoires qui ont gardé leur continuité, c'est-à-dire que tandis tout que ce qui s'était passé la semaine d'avant gardaient leur intégrité, et puis ça continuait comme si s'est rien passé, et d'autres c'était véritablement une remise à zéro, tant dans l'histoire que dans la numérotation. C'était 2 fois plus le bordel, puisque même moi qui suis quand même un peu à jour sur DC Comics,
Il y a un Tu sais moment, je pas me ce qui- retrouvais plus. J'étais là, alors qui, quoi, pourquoi, niquez-vous. C'était Tu vois, c'était un peu le même c'était problème globalement avec, ça ma réaction. avec New 52 où une partie des univers supposés avoir été rassemblés ont gardé leur continuité de post-Flashpoint qui là du coup en fait c'est nouveau mais pas eux. Mais ils font quand même partie du même univers. Ah, ouais. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai donné mon avis très longuement, mais j'ai Non, très y a pas envie de de savoir souci. ce que mes Tu as collègues bien en fait. pensent. Toi Nivrae, est-ce que toi t'es consommatrice de Marvel déjà? Alors en fait, pas vraiment. Ouais. En fait, ce que j'aime bien moi lire, c'est du one shot, c'est un comic sur un personnage spécifique. Tout ce qui est rassemblement, j'y arrive pas parce que on va dire que 3/4 des personnages, je m'en fous. Ils m'intéressent pas, ou je connais pas leur histoire, ou je la connais que vaguement. Et du coup, je suis ça, mais toujours de très 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 loin. J'essaye de m'informer des gros changements. Genre quand il y a un super-héros qui disparaît ou qui est remplacé par quelqu'un d'autre, ça j'essaye de suivre. Et là, bon, je me dis à la limite, je testerai, mais je suis presque sûre que ça m'ira pas. En fait, parce que les grands rassemblements, c'est pas. Et toi, pareil, un gros relaunch commercial de ce type, c'est pas quelque chose qui va te faire prendre un numéro 1, Non. même avec. D'accord. En fait, le seul grand rassemblement qui nous intéresse, c'est le rassemblement contre Marine Le Pen. Sinon, on s'en bat. T'entends les rires gênés là, on sait pas quoi dire. Genre, qui, Non, moi je suis voilà. plutôt d'accord avec Joe. Ouais, dans la rue, tous, tout de suite. En parlant de rue, en parlant de d'accord. Oui, c'est vrai que je viens Greg, de c'est la là rue. où tu vas dormir ce soir, Grégo, si jamais c'est tu mon- t'engueules avec Adrien. C'est Street Greg qu'on m'appelle en Toi, est-ce que toi t'es client Marvel ou justement c'est le genre de encore une fois des choses qui Alors, passent sous la par-dessus la jambe. je vais rappeler mon CV. Je suis devenu adulte accompagné de Marvel et j'ai lâché au début de mon âge adulte. Et finalement, ces dernières années, j'ai repris un peu les différents crossovers qui ont marqué l'univers Marvel depuis 2000. Donc, je suis essentiellement lecteur de crossovers. Donc, je pense que je jetterai un œil, surtout s'ils vont chercher un peu la fibre nostalgique qui est quand même assez importante en moi. Et, C'est clair et qu'on est voilà, d'accord après que ça s'ils font revenir sent- les X-Men à 92. 6 en tenue bleue, Oui. on est content quoi. Oui. Et on est attend, d'accord. on attend éventuellement des fantastiques qui seraient au nombre de 4. Voilà. Ouais, Et- ça c'est quelque chose qui est beaucoup pas teasé, mais c'est un peu tôt. Je pense qu'on en saura un peu plus tard, mais effectivement c'est ce qu'on attend. Par contre, pour paraphraser ce qui a un peu été dit, oui, ça sent quand même l'OP marketing. Faute Ah mais c'en est de une, hein. Là il y a même pas de, contenu, c'est pas, il le cache pas, hein. C'est Et- pas caché, mais bon c'est le côté plus scénaristique qui fait peur peut-être. Question que je me pose, c'est comme ce seront plus des numéros 1, c'est ça? Comment on va faire pour les reviews, nous? Oh, on va arrêter l'émission, plus de Marvel, voilà. Merci Marvel, hein, vous nous Non, épargnez du boulot là. On va se débrouiller, mais c'est vrai que putain, il y aura plus jamais de série à faire. En On fait, va devoir casser une des règles, Voilà. et ça, je déteste. dès que tu parles d'un personnage ou d'une série, c'est fini. Tu pourras plus jamais. en Après, moi, parler. au moins, je vais pouvoir appuyer mon point à chaque fois où je dis que on devrait pouvoir recommencer à parler d'une série à chaque nouvel arc. Oui. Et que en gros, tu vois là, par exemple, De faire un ce serait petit tout à fait résumé logique, avant. par exemple, de parler de Batman en ce moment. Parce que c'est un nouveau mec, c'est un nouveau truc, même si c'est la même numérotation, en fait, c'est complètement différent. Donc, peut-être que Marvel me rend un service à moi. Pour faire passer un. Et puis, mine de projet. rien, attends, l'issue de 50 pages par Jason Aaron, genre, on est chaud. Enfin, moi, je demande à le lire, ça, hein, tu vois. Genre, ça tu se vois trouve, tout ce qui va suivre, ce sera de la merde. Mais ça, là, ça se trouve, ce sera chambé. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu dis que t'es plus client de DC. Moi, je suis un petit peu plus client de Marvel. Et effectivement, moi, par exemple, DC Rebirth, j'étais méga chaud et j'ai kiffé. Mais effectivement, j'ai Mais pas lu t'as la pas suite. tout kiffé. T'as kiffé certains ce que j'ai trucs, ce que j'ai sélectionné, compris quoi, de tu vois. de l'historique Bah ouais. du passif DC, parce que bon, il y avait des choses qui me surpassaient, que je pouvais pas savoir. À moins, alors tout à l'heure, Nivray, tu parlais de Wikipédia pour te recaler juste avant de dire quelque chose. Je pense que tu fais pas 75 ans d'histoire de DC Comics condensé dans 50 numéros avec. Donc là, c'est un peu plus. T'achètes le compliqué, bouquin Taschen, 400 pages. j'imagine. Oui, c'est vrai, Tu 150 refais euros. tout, tranquille, et après t'es OP. Tout ça pour lire 50 balles. Écoute, c'est un effort, hein, quand on est fan, on est fan. Merde, hein. Du coup, là, c'était vraiment juste pour évoquer ce futur crossover ou événement. Bien évidemment, on sera dessus dès qu'on en saura plus et dès que ça aura commencé, tout simplement. Vous pouvez être sûr qu'on en parlera ici. Et vous, voilà, encore une fois, donnez vos impressions sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, qui est donc un réseau social, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ça peut être rigolo, on va se taper dessus.
On se retrouve tout de suite. De toute façon, en ce moment, tout le monde ne fait que ça. Donc. C'est vrai. On se retrouve dans tout de suite dans des différences pour parler de cinéma. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Ah merde, je crois que c'est dans le truc, mais en fait c'est toi qui l'as fait sur le côté. De retour pour la troisième. T'es chaud, tu mouilles là sur Marvel vs Capcom Infinite là ou pas? Totalement. Là, je fais juste un petit aparté là, rapidos. Quand tu parlais de He-Man Thundercats, tu disais qu'il y avait deux grands méchants, enfin vraiment importants dans chacun. Je pensais qu'à ça, je me dis ta gueule. Le dis pas. Oui, non, je le disais à mort. Hein. C'est évident que à sa cette sortie... édition, cette version collector va t'appartenir avec les pierres. Ah non, ça par contre, non, ça. Non, tu t'en fous toi du marketing. Ouais, marketing, non, je suis un client comme vous $200 autres, pour 4 figurines et un petit coffret. C'est $200, je crois que c'est $100. Et surtout, ouais, moi, même, je collectionne pas. Donc, ça fait pas cher et ça va être moche. Non. Parce que $100, ça va. Mais $200 les 4 figurines, je pense que ça va pas être terrible. C'est pas. Sans compter les petites pierres dans leur tout petit coffret. Avec leur petite lumière. Voilà. Gardien de la galaxie Dieu. Oh là là. Dieu tout puissant. J'essaie de condenser toutes les reviews dont vous avez parlé tout à l'heure. Gardien de la Galaxie volume 2, sorti le 26 avril il y a quelques jours. C'est le 15e film du Marvel Cinematic Universe. C'est quand même pas mal, hein. Film de James Gunn qui reprend les commandes de la franchise, on peut l'appeler comme ça maintenant. Et au casting, naturellement, on retrouve les mêmes petits personnages du premier, Chris Pratt pour Star-Lord, Zoe Saldana pour Gamora ou Ramola, Dave Bautista pour Drax et les voix de Vin Diesel pour Groot et de Bradley Cooper pour Rocket Raccoon. Les personnages de Yondu et Nebula font également leur retour dans le film, pardon. Et non, mais ils sont sur les affiches. Ils sont dans la bande-annonce. Et en méga super guest, Kurt Russell, on dévoilera pas le rôle. Donc là, vous avez entendu, on vous a pas mis de warning parce que on va essayer d'être relativement soft dans notre revue pour ne pas trop en révéler. Je pense, cela dit, que le rôle de Kurt Russell est révélé dès la bande-annonce. On le sait dans la bande-annonce. D'accord. Bon mais il y a quelqu'un le char de l'espace. Si t'as maté la bande-annonce à la fin, ils disent qu'il est. Donc, mais il y a quelqu'un d'autre sur l'affiche dont personne ne parle jamais quand même. Mantis. Mais oui. Oui, on va dire la française. Mais elle est française. Moi, j'ai pas entendu son accent. Pomme Clémentieff. Ça fait pas très français. Hein. C'est pas très français. Ça fait tu fais le jeu du FN, toi. Attention. Alerte. Alors, mon résumé télépoche. Le film reprend là où on l'a laissé, avec l'équipe des gardiens à la fois considérés comme de gentils hors-la-loi pour certains et des héros badass pour d'autres. Ils sont embauchés par la race des souverains. Attends, c'est vraiment dans Télépoche ça ? Non, c'est moi qui l'ai composé façon même Télépoche. Si Télépoche commence à employer le mot badass, il faut vraiment qu'on arrête. Ah non, mais mon dadori, je te respecte, mais je pense que quoique leurs journalistes ils sont un peu jeunes, ils sont notre âge. Ils sont embauchés par la race des souverains pour une mission dangereuse qui, à cause d'une malencontreuse traîtrise, les emmènera aux confins de l'univers et plus près des origines de Star-Lord. C'est bien, hein ? Ça en révèle pas trop. C'est toi qui l'as écrit ça ? Bah oui. Pas mal. T'as mis ça ? Wow. Et envoie-le à Télépoche, je pense. Oui, j'ai un rôle à prendre, j'adore les blagues de Garfield. Bon, alors par contre, badass, on n'a pas très bien compris, ce serait bien de remplacer par un mot français. Mauvais cul. Téméraire. Téméraire, ouais. Donc évidemment vous trois vous avez vu le même film que moi et j'ai des petites questions, on va discuter autour de ce film-là. Déjà, est-ce que vous aviez bien aimé le premier ? C'est très con, hein, mais est-ce que vous avez apprécié le premier ? Est-ce que vous étiez un peu hypé à l'annonce du deuxième et surtout à sa sortie ? Hélène. Oui. Oui, Nivrae. On va dire qu'il y a des gages parce que sinon c'est pas drôle. Nivrae. Mais tout le monde y arrive bien sauf toi en fait. Non mais attends, mais on t'a prévenu, hein. Aujourd'hui même on t'a prévenu qu'au bout d'un quart d'heure je le tromperai. Vas-y. Donc oui, en fait le premier, comme beaucoup de gens, je connaissais pas les Gardiens de la Galaxie, j'avais jamais lu, je sais pas qui c'était. On m'avait vaguement parlé de Star-Lord et de Rocket Raccoon parce que c'était drôle et que c'est un animal et voilà. Et du coup, j'avais adoré la BO, je trouvais ça hyper drôle, hyper coloré, hyper fun. Donc oui, le premier, je l'ai vu à sa sortie, et puis une fois sorti en DVD, Blu-ray, je l'ai revu plusieurs fois. D'accord.
Donc un gros coup de cœur, une grosse surprise, pour le j'imagine. premier. Ouais, Grand surprise, nombre de... exactement. Et donc du coup, le 2, je l'attendais très fort. Toi, Grégo, client aussi dès la première? Alors oui, mais... mais c'est bien de la nuance. Cette tempérance. Oui, mais c'était pas un mauvais film. Il y avait plein de bonnes idées, mais je trouve qu'ils se sont contraints au format Marvel et qu'ils n'ont pas pu exploiter tous les bons concepts, toutes les bonnes idées, tout ce bon mood qu'il y avait dans le film, où ils auraient pu faire un vrai putain de film d'aventure. Ils ont refait un film de super-héros classique avec destruction de ville à la fin, et par rapport à tout ce qui avait été vendu, la bande-annonce, l'affiche qui respirait on parle toujours du premier, les années 80, oui, qui respirait les années 80, et la BO aussi qui était top, mais c'était des classiques. Je suis plus modéré sur mon avis par rapport à voilà. Et toi, Joe, est-ce que toi, t'avais un historique avec les Gardiens? Je suis entre les deux. Non, alors je connaissais les Gardiens. C'était pas un comics avec lequel j'étais ultra familier, mais je connaissais les personnages. Je savais plus ou moins de quoi ils retournaient. J'avais trouvé le film très bien parce que c'était pour moi une vraie bouffée d'air frais dans le Marvel Cinematic Universe. Je trouvais que c'était un film c'était un accident heureux, en gros. Je pense que c'était une licence et des personnages pour lesquels les studios Marvel n'avaient pas un intérêt fou, que donc ils ont, malgré une trame scénaristique assez chartée, Marvel avait, je pense, en termes de direction artistique et de ton, laissé un peu les coups des franches au réalisateur, ce qui avait donné un produit certes un peu hybride, c'est-à-dire avec d'un côté un récit très classique Marvel dans son déroulement, avec le cahier des charges, avec un cahier des charges quand même pas mal respecté, et en même temps plein d'éléments, plein de personnages, plein de dialogues, plein de trucs un peu enlevés qui faisaient qu'il réussissait à chose je trouvais assez exceptionnelle dans les films Marvel, à avoir sa propre identité tout en restant effectivement inclus dans le Marvel Cinematic Universe. C'était un film qui se démarquait quand même et qui même si on peut effectivement lui trouver des défauts, c'était un film qui donnait envie de s'attarder plus sur ses qualités, alors que le reste des films Marvel, moi en tout cas, j'ai vraiment tendance à plus voir le côté négatif du Marvel Studio, alors qu'avec les Guardians, même si j'étais effectivement convaincu qu'il y avait des endroits où le bas blessait, c'était plutôt le côté enlevé et fun de l'ensemble qui l'avait emporté sur les défauts, ce qui n'est malheureusement pas le cas de cette suite. Alors justement, parlons de cette suite. La barre, en tout cas, en ce qui concerne deux personnes ici, enfin deux des chroniqueurs, vous avez bien aimé. Est-ce que vous pensez que la barre était très très haute au début, vu la surprise, vu ce que vous venez de souligner, et que là, du coup, est-ce qu'on l'atteint, cette barre? Est-ce qu'on reste au même niveau? Est-ce qu'on le surpasse? Tu as failli diriger ta question vers ta pensée quand même. Non, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on la surpasse? Moi, j'avoue que j'avais mis la barre haute, mais je m'étais dit, tu regardes aucune bande-annonce, tu cherches pas. C'est de cette famille-là, de te préserver un exactement, peu. Exactement, j'essaie d'un max de me préserver. Et du coup, j'ai été le voir 2 fois déjà. D'accord. C'est magique. Oui. Et ça atteint la barre que je voulais. Enfin, c'est moins que le premier. Oui. Mais je suis satisfaite. C'est pas non plus ça se casse pas la gueule devant toi, quoi. Enfin, non, clairement. Est-ce que le fait de se préserver des trailers qui en révèlent beaucoup, je pense que ça a fait du bien, c'est-à-dire que toutes les images que j'ai vues à l'écran, je les ai découvertes. Ouais. J'avais rien vu du tout du film. T'as rien pu théoriser Non, j'ai rien pu théoriser. Alors j'avais entendu parler de certains personnages, en l'occurrence pour Kurt Russell qui avait été dévoilé. Ouais. Et je connaissais forcément ce bout de l'histoire de Star-Lord, donc j'avais un peu de spoil parce que j'avais la connaissance là-dessus. Mais effectivement, m'étant préservé de tout ça,
j'ai découvert plein de blagues, j'ai découvert plein de choses que après quand j'ai vu, parce que je regarde les bandes annonces après avoir vu le film. Je fais ça aussi, oui. Voilà, et sans savoir si je me suis endormie ou pas, enfin ce genre de choses. Et effectivement, j'ai découvert que 3/4 des blagues de Mantis, on te les avait déjà balancées, que enfin il y a beaucoup de choses en fait qui étaient déjà dans la bande annonce et c'est dommage. Bon après ça va un peu avec notre époque malheureusement. Mais bon effectivement, quelqu'un qui a déjà vu la bande annonce quand il tombe devant le film, je pense qu'il perd un petit peu quoi. Mais moi, en ce qui me concerne, moi j'ai vu les trailers. Allez, le mec il y va, c'est parti. Là. Non, je vais même pas donner mon avis. C'était juste une remarque. C'était une remarque par rapport aux blagues. Donc moi j'ai vu les trailers à plusieurs reprises, hein, le 1, le 2, le 3. Enfin je sais pas maintenant comme ils séquencent tout. Et je me suis surpris à rire à des blagues que j'avais déjà vues 7-8 fois. Quand je le regardais tout seul, quand je regardais avec mes potes, quand je présentais le trailer à mes collègues, et je la vois donc pour la 12e fois, et ça m'a fait rire aux éclats. Donc j'ai quand même réussi finalement à me préserver un petit peu de certaines blagues, mais je connais d'autres personnes qui se bouchent les oreilles et se cachent les yeux quand ils sont au cinéma et qui doivent attendre le début d'un film parce que justement ils veulent pas. Mais tu vois, même en le voyant 2 fois, la première fois, je rigole pas trop. Enfin, j'ai pas trop rigolé parce que. J'aime pas rire. En fait, non, c'est pas ça, c'est que j'avais un peu peur de ce que j'allais voir au cinéma. Parce que tu vois, je savais pas quelle allait être l'histoire, donc je redoutais un petit peu l'histoire, donc j'avais peur de rire, histoire que je sais pas, que ça soit triste derrière, je savais pas. Mais quand je l'ai revu la 2e fois, du coup, j'ai beaucoup plus rigolé parce que j'étais détendue, je connaissais l'histoire, je savais ce qui allait se passer, donc j'étais plus dans la détente quoi. Tu t'es déjà fait arracher une dent de sagesse, la deuxième, bon tu sais, c'est pas. Voilà, tu sais à quoi t'attendre. Voilà. C'est pas mal comme comparaison. Non, et c'était juste parce que voilà. C'est pas du tout. Si vous aviez un point fort. Dans le film, sans trop en révéler autour, mais quelque chose qui. Il y a que Nivrae qui dit si ça a passé sa barre. J'ai dit vous. Ah, donc fallait qu'on prenne la parole. Grégo, tiens. Alors je reviens sur la barre. Sur la barre, ouais. Reviens sur la barre. Donc moi, alors comment le dire proprement. Donc la barre que je m'étais fixée sur le premier. Alors Adrien a mis ses lunettes 3D. Et du coup, sûr pourquoi. Tout peut partir en couille à n'importe quel moment. Il ne voit plus les boutons. On a eu beaucoup de retours sur la quantité d'alcool consommé dans l'épisode précédent. Les gens nous ont encouragés, donc on essaie de boire des bières là, mais et donc Adrien est compliqué quoi. Voilà. Et on est au même état depuis 2 semaines. Hein. Alors. Donc je reviens sur la barre en question. Ouais. Elle était moyennement haute du coup. Pour toi au début, ouais. Pour moi au début. Donc je m'attendais encore à des bons trucs, mais une petite déception globale. Et j'ai vraiment bien kiffé ce film au point que pour moi il a dépassé mes attentes et je l'ai préféré au 1. Pour moi il est mieux que le 1. Ok. Et toi Joe ? Eh bien, je suis surpris parce que je viens d'entendre, mais soit. C'est pour ça que c'est bien de ne pas en parler avant. Hein. Alors, c'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. C'est cool. En ce qui me concerne, j'avais une barre située à un niveau, je pense, assez raisonnable, puisque je savais que le succès du premier avait quand même un peu échappé au studio Marvel, ou en tout cas avait eu des retombées qui avaient, je pense, surpassé leurs attentes de loin. Et du coup je me doutais bien qu'ils allaient reprendre un peu la main sur cette suite. Je me disais ils vont pas tu vois, ils vont essayer de capitaliser sur ce succès un peu surprise et en faire un truc plus du tout surprise. Et malheureusement c'est ce que moi j'ai ressenti en salle, c'est-à-dire un film encore plus perclus par son cahier des charges que le premier épisode, ce qui fait que pour moi ça a été une grosse déception. Une grosse déception, pas tant que ça parce que c'est pas comme si je m'attendais à des chefs-d'œuvre quand je vais voir les films Marvel, mais c'était quand même en dessous de mes attentes. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à découvrir l'univers et les personnages dans le premier film qu'à les retrouver dans ce 2e épisode, et je donnerai mes explications et mes raisons après. Alors du coup, j'en reviens à ma question sur laquelle Tu t'es fait envoyer chier. Exactement. On peut le dire, ouais. Si vous aviez un point fort pour décrire ce film, qui illustre ce film pour vous, le meilleur moment que vous avez passé devant. Sans spoiler, bien sûr. Sans spoiler, voilà. Enfin, c'est un peu chiant pour vous dire, mais on essaye de vous préserver un maximum du plaisir d'aller le voir pour la première fois, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'éléments qui font partie de l'histoire. C'est-à-dire que je trouve que le film est bien linéaire. Il est facile à suivre, je trouve que c'est très agréable, mais
quoi qu'on dise, en fait, ça va révéler quelque chose et c'est un peu dommage. Est-ce que c'est vraiment une qualité? Genre, ce film, il est bien linéaire. Non, Merci d'avoir fait un film linéaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne part pas en couille dans 14 histoires avec Le festival 29 du film personnages. linéaire, tu connais? Ça va On y va bien, cette année bien ou pas? tout droit. Hein. J'arrête cette émission. Non, Je c'est raccroche. pas vrai. Il y a deux chemins. Oui, bon, ok, il y a un moment où il y a une fourche. D'accord. Oh, pardon. C'était le. Comme sur la ligne 13. Hein. C'est ça, la fourche. C'est très drôle. Tu choisis où tu veux aller. Et donc, alors, du coup, alors. Finis ta question. Bah, vas-y. c'est ça, c'est votre point fort. Point fort. En fait, je vous laissais du temps pour réfléchir. Ah, d'accord. Allez, j'y vais. C'est du meublage. Alors, j'arrête pas de dire en ce qui me concerne, c'est horrible. Je pense que si je m'écoutais en tant qu'auditeur, j'aurais envie de me baffer. Baffez-moi, giflez-moi, flagellez-moi avec des orties fraîches. Donc, je trouve que les 3 derniers quarts d'heure du film sont assez exemplaires en termes de rythme et d'équilibre entre la blague, l'action et l'émotion. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant pour moi parce que je me dis putain, si tout le film était au niveau de ces 3 derniers putains de quarts d'heure, ce serait vraiment fantastique. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'être vraiment client de ces 3 derniers quarts d'heure là, qui pour moi sont riches en plein de choses, mais particulièrement en émotions. Et je dois dire que je me suis fait cueillir par certains choix qu'a effectué le scénariste réalisateur, et que vu comme ça partait pas bien dans mon sens en termes de récit pur, j'ai été assez étonné qu'ils aient malgré tout réussi à me saisir comme ça sur la fin, et donc bravo pour ça. Et aussi James Gunn, bravo. Ouais, bien joué. Et c'est aussi le cas au niveau des blagues, c'est-à-dire que je trouvais que toute la première partie croulait un peu sous les blagues hyper attendues, je trouve, où on se saisit de trucs qui fonctionnaient bien et qu'on fait rigoler dans le premier épisode, et là on en met partout. Je trouvais ça un peu chiant. Et sur cette deuxième partie du film, d'un coup, les blagues recommençaient à être bien timées, à arriver pour ponctuer une scène plutôt que pour être la scène, et finalement l'action ne devient plus que la ponctuation. Là, je trouvais que les blagues reprenaient leur rôle de désamorceur de certaines scènes. Du coup, voilà, vraiment, la fin est assez magistralement menée, je trouve. Elle s'envole aussi visuellement avec des choix de direction artistique, que ce soit de vaisseaux, de couleurs, de personnages, où tout devient beaucoup plus harmonieux, je trouve. Contrairement à un lieu que je ne citerai pas, mais qui est le cadre des 3 quarts du film, qui ressemble à une sorte de Center Parcs dégueulasse, où j'étais là genre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on dirait une sorte de mini Asgard au milieu d'un Center Parcs, alors horrible. En fait, c'est juste un gigantesque écran vert. Mais que c'est censé être une planète, hein, donc voilà, avec une diversité de faune et de flore, avec je sais pas, quelque chose d'un peu, bref, ce n'est que mon avis. Toujours est-il que le point fort pour moi de ce film, c'est clairement son dernier acte, qui emporte le tout. Et comme dans un repas, le plus important, c'est un petit peu que le dessert te laisse un bon goût dans un bel arrière-goût. Et on peut dire que sur ce point-là, le film remplit son contrat. Malheureusement, ça n'est pas sans Bon, arrête pour moi, un gros déséquilibre. Il ouvre tous ces trucs, il ouvre toutes ces phrases, et du coup, on peut pas passer d'un truc il a 5 négatif. parenthèses d'ouvertes, là, ferme-les tout de suite. On peut pas passer un truc négatif à positif après ce qu'il a dit. Je ferme jamais mes phrases, je suis désolé, je ferme jamais ma gueule, alors qu'il faudrait clairement que je le fasse. Dit-il en parlant. Dites-moi bien d'aller me faire foutre. On dirait Va mes te faire questions. foutre. Alors moi, Bienvenue dans l'émission. Ah, merci. Enfin. Nivrae, Putain. toi, un point fort à retirer. et il a réussi. En vache. Je me concentre, ça fait une minute que j'ai. Alors, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec Joe. J'aurais aimé dire autre chose, tu vois. Par exemple, le générique de début, mais la fin est tellement marquante, tellement forte. Moi, c'est pas forcément les 3 derniers quarts d'heure, c'est le dernier quart d'heure où j'étais dans mon fauteuil et je me disais putain, mais c'est un film Marvel, quoi. Pourquoi j'ai des émotions? T'as des feels. Et pourquoi? Ouais. En fait, j'avais déjà eu des émotions pour les gardiens où en fait sur le final ils se rassemblent et We are the Guardian of the Galaxy. Tu fais et tout, tu fais c'est super, c'est beau. Et là, c'est pas le même genre d'émotion. Meilleur passage du premier, quoi, tu vois.
Oui, il y a un peu ça, voilà. Groot, un peu les T'as poils. un peu les quoi. poils, ouais, clairement. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas aimé dans le film. Mais Ta gueule, t'as vraiment aucun cœur. il est parfait ce We Are Groot. Mais c'est pas mièvre, c'est beau. Si, pouvoir de l'amitié, gna, gna, gna. Je crois Et vraiment pas à là, l'amitié. du coup, sur le final, ils te mettent un autre type d'émotion que t'attends pas forcément dans un Marvel et dans ces gros blockbusters dont t'as l'habitude d'être nourri. Dans les fils, là. Et tu trembles un petit peu au fond de toi et tu dis mais je voulais pas ces sentiments. Et en même temps, c'est super beau parce que ouais, t'as toutes ces couleurs, c'est magnifique et t'as le cœur qui est en train de se fondre en deux. Et tu fais mais oh et voilà. Et c'est fou parce qu'après c'est la fin du film et c'est génial. Bon, spoiler, il y a un 3. Hein. Par le même réalisateur. On risque je pense que de revivre des fils peut-être encore plus grands. Toi, Grégo, un truc à retirer de ce film. Alors un truc, positif. non, pas un truc, parce qu'ils ont pas dit qu'un truc, donc je vais dire aussi tout ce que j'ai aimé dans le film. On dirait un débat politique où les gens mon temps de parole. Oui, monsieur. Chez la Watt, mec. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé dans cet épisode tout ce qui m'avait manqué dans le 1. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas, et en effet, dans les deux premiers actes, il n'y a pas énormément d'action, mais il y a un petit peu d'aventure, il y a un petit peu de voyage. Ça y est, on est dans la galaxie Marvel, on est dans l'univers cosmique Marvel. Donc d'une, on se rend compte un peu vraiment de quoi il a l'air. De deux, il y a les personnages qui se séparent à un moment, donc ils vivent un peu chacun leur truc. Et puis on a cette ambiance de SF un peu rétro. Deux pièces différentes. Hein. Oui, non mais La fourche. ce qui m'a surtout plu, c'est l'aspect SF très rétro. En fait, on est à 10 000 km d'un Interstellar où il faut à tout prix que ta fusée elle décolle bien sur une trajectoire rectiligne, sinon ton public il va dire tu te fous de ma gueule avec ton film complètement pas crédible. Là, ils en ont plus rien à foutre de ça. C'est de la SF à l'ancienne. C'est de la SF. C'est de la SF Flash Gordon et c'est cool, c'est rafraîchissant et c'est revisité un petit peu à la sauce moderne, mais tu retrouves un peu cette touche-là que j'aurais espéré dans le premier, que j'ai pas trouvé et que je trouve plus là. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, Adrien parle tout seul. Non. Adrien, ouais. Parlons des choses qui vous ont. À moins que t'aies pas terminé parce que j'ai arrêté ma main en l'air parce que je bouge mes mains quand je parle, mais vas-y, tu m'as coupé. Du coup, parlons des choses qui vous ont fâché. Qu'est-ce qui vous a fait dire ce film Alors, ouais. J'enchaîne. Oui, enchaîne. Garde la main. Je prends la main. Alors en 4. De jeu. L'humour est à double tranchant parce que c'est très très drôle. Moi, j'ai trouvé que les blagues étaient dans 90% très très bonnes. Il y a de très bons gags visuels, etc. Mais par moment tu dis bon ok c'est bon c'est marrant on a vu par moment tu te dis c'est une comédie ou c'est un film d'action, on est vraiment on a un peu le cul entre deux chaises. Heureusement que la fin remet un petit peu d'émotion sur tout ça. Autre point aussi qui me gêne par rapport à ce feeling un peu SF, un peu merveilleux. Alors du coup en effet j'ai trouvé ma dose dans le voyage, dans l'exploration, etc. Mais il y a une scène qui est hommage je pense à Star Wars, qui est à peu près la même. Mais je sais bien sûr pas de quel je vais pas spoiler. Tu peux mais me donner 40 ans plus tard, juste pour que je vois de quoi tu parles. Je vais spoiler Adrien si je le dis. Merde, tu peux pas donner un indice sans. Bon d'accord, bah toi tu me diras après. En antenne, ouais. Tu me diras après. Ouais. Parce que je l'ai pas en tête. Et du coup, je trouve que ça passait mieux dans Star Wars avec les vieux effets à l'ancienne, Oui, avec l'aspect dramatique beaucoup plus important que là, avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de choses qui se passent à l'écran, mais on y croit moins en fait, on est moins plongé dedans. Vas-y, continue, excuse-moi. Et je peux rajouter un bon point, parce que c'est ça que je voulais ajouter aussi tant que j'y suis. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on commence à comprendre comment fonctionne la partie cosmique du Marvel Universe. On voit comment ils voyagent entre les planètes, etc. Et ça apporte du coup, ça pose les bases, quoi. Ça risque d'être un élément qu'on revoit dans d'autres films cosmiques, on va dire. Et j'ai encore un point faible, après j'aurai terminé. C'est quelques Deus Ex Machina qui sont un peu faciles par moment. Et du coup, tu dis, ouais, bon. Un peu.
Moi, dans ce moment, c'est pas le genre de. C'est vrai que c'est pas le genre de. Enfin, c'est mon avis, hein. C'est pas le genre de truc qui me dérange parce que je sais très bien que ça peut arriver. Enfin, personne meurt dans ces films. On n'est jamais à l'abri d'un petit Deus Ex Machina. Non, mais finalement. t'es là, et puis d'un seul coup, t'es paumé, et puis d'un seul coup, t'as un truc qui monte. Tu dis, je vais aller dessus. Au bon endroit. Joe, toi, un truc. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce truc. Alors, et c'est vrai que c'est un peu abusé. Et il y en a d'autres. Joe, quelque chose que tu retirerais qui t'a pas plu. Le truc, je pense, qui m'a le plus saoulé, c'est ça où genre en fait j'en pouvais juste plus de Drax qui rigole, qu'au bout d'un moment j'ai envie que ce mec il soit badass et qu'il se tape avec des gens, pas qu'il rigole tout le temps à faire des blagues qui lui échappent, et encore le pire c'est que non, ce que je trouvais justement le côté tendre pour ce personnage dans le premier épisode, c'est que il captait pas pourquoi il était marrant, alors que là en plus dans ce deuxième film on a l'impression qu'il a une sorte de conscience de son talent de second degré, et du coup pour moi ce personnage est devenu l'une de mes grosses déceptions du film. C'est Drax qui devient l'antithèse de ce qu'il devrait être, à savoir un guerrier ultra badass qui, en plus de ça, il s'avère parfois il est marrant malgré lui, mais là ça devient l'inverse, et du coup à partir du moment où on en arrive là, ça m'emmerde un peu. Et puis pour moi le vrai gros problème du film, parce que là c'est juste un exemple et ce serait pas grave si c'était que ça. C'est un truc qui t'a embêté, quoi. C'est un truc qui m'a embêté, mais le vrai souci, le truc qui me cause un problème d'ordre critique avec ce film, où je sais pas trop si je l'aime vraiment bien ou pas, parce que quand je suis sorti de la salle c'était l'aspect positif qui prédominait, mais malheureusement plus j'y pense, plus je suis là, genre quand même ça me fait chier ça. C'est que il y a pour moi un déséquilibre total entre la première partie et la deuxième, qui fait que on réinstalle des enjeux, je trouve, de manière un peu lourde, un peu longue, alors qu'on a quand même tout un premier film qui est censé avoir fait le boulot avant, et qu'on réinstalle les enjeux entre les personnages, on rebat des cartes qui ont déjà été installées, donc moi ça m'a quand même un peu emmerdé, et j'ai trouvé que en termes d'explication de certains enjeux, en particulier pas forcément la relation entre des deux personnages importants du film, mais plutôt dans l'explication de comment le personnage de Kurt Russell, voilà, comment est-il devenu ce qu'il est, quel est son parcours. Je dirais que toute cette explication, c'était quand même quelque chose de très très explicatif, avec je n'exagère pas en disant que clairement on te fait un dessin pour t'expliquer les choses au cas où tu serais un peu con, et que en plus de ça c'est pas très beau, quoi. Voilà, c'est en termes de choix artistique, c'est quand même, t'as l'impression d'être dans un musée nul où tu sais, tu passes d'une salle à l'autre et on dit alors à ce moment-là il s'est passé ça. Il a des goûts particuliers quand même déjà à la base. En plus. Oui, en plus. Et donc du coup toute cette installation un peu longue avant d'en arriver à de l'action, ça pourrait fonctionner, mais là je trouve que en fait c'est déséquilibré, dans le sens où tout est concentré sur une moitié, et ensuite toute l'action est concentrée sur une deuxième moitié, et ça crée pour moi un film au rythme bancal, qui fait que je trouve qu'il y a du coup ça veut dire que le réal s'est planté quelque part. Alors je sais pas si c'est Marvel, tu vois, qui a voulu foutre des blagues partout au début pour que tout le monde rigole bien pendant une demi-heure et que tout le monde soit bien détendu pour la suite, ou si c'est le réal qui a décidé qu'il fallait que ce soit plus marrant et tout. Je sais pas sur qui mettre la faute, mais pour moi il y a eu une merde quelque part qui fait que ce film manque de cohésion, quoi. Grégo, rapidement. C'est exactement ça. À un moment, je me suis vraiment posé la question. Ah oui, tiens, c'est marrant, mais où est-ce qu'on va là ? Et on était peut-être à 45 minutes de film, et je me suis dit, où va l'histoire ? Et Livret pour conclure ? Ouais, ça c'est à peu près la même chose en fait. C'est tout le début où tu dis oui, bon, quand est-ce que tu me racontes quelque chose qui m'intéresse ? Quand est-ce qu'il se passe ? Après, pour moi, c'est recouvert par les blagues, par côté fun, par un peu la joie de les retrouver, de voir un peu la team, la musique derrière, des petits caméos qui font plaisir. Du coup, ça couvre un petit peu ce manque de scénar sur la première partie. Mais après, moi, je suis un peu genre fangirl, donc ça va. On n'a pas parlé trop de musique, parce que, sans trop en révéler, c'est quand même un élément
qui en révèle pas mal sur le plot, sur l'intrigue. Ouais. Ah, la musique. Parce que ne lisez pas les titres de la bande originale si vous voulez pas vous faire spoiler le film. Ouais. Parce que même dans le 1 encore, c'était plus des choses qui accompagnaient. C'est-à-dire que bon, non seulement les mélodies et les chansons ou les histoires, enfin les contextes dans lesquels sont sorties ces chansons expliquaient certaines scènes et les accompagnaient bien. Là, dans certains instruments, tous les morceaux. C'est l'inverse. C'est là, t'as l'impression que le scénario a été inspiré par certaines paroles de chansons. Justement, je lisais pour préparer l'émission d'aujourd'hui une interview de Gunn qui disait que il y a des chansons qu'on a dû enlever parce que les paroles n'allaient pas du tout avec l'histoire. Donc il y a des choix. J'imagine qu'il y a des scènes il y a une scène en l'occurrence qui a clairement été tournée autour d'une chanson. Oui. Je trouve que c'est assez astucieux au moment où ça se passe. Ouais. Mais le problème, c'est que comme la franchise joue énormément sur son, c'est un peu péjoratif, mais une béquille musicale justement pour aider à donner un sentiment ou justement à permettre de déterminer ce qui peut se passer après quand tu connais les paroles. En plus, à ce moment-là, t'as même le titre de la chanson. Oui, voilà. Oui, parce qu'il est la personne qui est en train de répéter les paroles pour te décrire, en fait. Bref. Mais sinon, voilà. Pour moi, ça fait partie des soucis, si je puis de trop s'appuyer sur la musique? Et puis surtout que les chansons, plutôt que de venir soit ponctuer ou soutenir une scène, soit lui apporter un autre niveau de lecture, se contentent juste de surligner un truc. Ouais. Pour moi, c'est un peu un souci, c'est-à-dire que tu t'enfonces des portes ouvertes un peu en faisant ça. C'est-à-dire que pour moi, si tu choisis, c'est justement tout l'art de faire des films où la bande originale n'est pas forcément, le principal de la bande originale n'est pas un score classique, mais des chansons qui sont issues de la pop culture et qui du coup ont déjà une signification dans la tête des gens. Ce qui est intéressant quand tu fais un truc comme ça, c'est de faire l'inverse d'un Suicide Squad par exemple, où c'est juste un enchaînement de morceaux pour faire cool, tu vois. Et que l'autre extrême du spectre, ce serait peut-être par exemple un Tarantino, tu vois, où chaque chanson est choisie pour des raisons méticuleuses, tu vois, qui vont venir souvent apporter un autre niveau de lecture. Là, on est entre les deux, c'est-à-dire t'as des moments où t'es là genre, bon, clairement ça ils l'ont mis pour faire cool, et d'autres moments où t'es là genre, bon, ça ils l'ont mis pour expliquer le truc, mais du coup ça surexplique un peu, et je trouve que on est toujours un peu limite, mais peut-être aussi juste que je suis hyper chiant. Oui, après nous encore on comprend l'anglais, tu vois, un public qui va aller regarder le film en VF, il va pas comprendre pourquoi cette musique-là. Ça retire pas mal de choses. Tout ce que le public VF va comprendre, c'est le générique de début, c'est la musique d'SFR. Voilà. Ah, j'avais pas pensé. Ah oui, c'est choquant. Enfin, moi en tout cas, moi, c'est la musique la première fois j'ai fait mais c'est la musique de la pub SFR. Exact. Oui, en effet. Enfin bon, c'est la première. C'est ILO. Enfin, c'est le groupe ILO. Avec Greenlight Orchestra, Mr. Blue Sky. C'est ça. Mr. Blue Sky. Et au-delà de la pub SFR, c'est un petit opéra de poche formidable, ce morceau. Enfin, si t'es mélomane, tu l'as déjà dans une playlist, donc bon. Effectivement. Faudrait voir s'il n'y a pas une cover française de cette chanson. Ça serait rigolo. Ah, ce serait pas mal. Ou en espagnol. Ça podría ser interesante. Est-ce que je peux rajouter un dernier bon point? Non. J'avais envie d'en parler. Oh merde. Allez là, laisse-le. Allez. Le faire. Peut-être que d'ailleurs ça sera le même, mais je trouvais que c'était peut-être le moins Marvel de tous les Marvel. Alors, tu vas devoir expliquer un petit peu. Je suis désolé, on va rallonger l'émission. Je trouve que c'est un film qui se suffit lui-même. Moi, j'ai saisi les références parce que je connais l'univers, mais ça parle. Alors, est-ce que je peux dire ça? Ça parle de Thanos. Alors, peut-être un mini-spoil. On ne verra pas Thanos. Ça, on discute. Je pense que ça a été annoncé il y a assez longtemps qu'il n'était pas vraiment dans le film. Donc ça, c'est bon. Et voilà. Donc, on a des références que tu captes si tu les connais. Mm-hmm. Et voilà, on a une grosse référence à un moment quand même Qu'est-ce qui se passe? Bref. Et en tout cas, moi, le mec a perdu le contrôle de celui. Je l'ai trouvé justement. Donc, pour moi, c'était une qualité supplémentaire qui s'acharnait pas à s'accrocher, à raccrocher l'existant du MCU. Alors, je suis en fait, j'allais dire que j'étais pas d'accord, mais finalement, si, je suis d'accord, il a raison. C'est le film Marvel qui peut-être se suffit le plus à lui-même. En termes de, en fait, le seul film dont il a besoin, c'est le premier épisode, si tu veux. Mais il y a pas beaucoup d'easter eggs dans ce film par rapport à d'autres. Non, il y en a même. Bon, alors évidemment, t'auras toujours un Ben Renault qui va t'en sortir 10. Mais il y en a. J'avais pas fait gaffe. C'est pas le truc in your face. Ni vrai, pardon. Non, c'était juste un dernier détail. On l'a pas précisé, mais le film est sorti en 3D.
Et c'est la première fois dans ma vie que je défends la 3D. Ah, et en fait, je l'ai vu en 2D, je l'ai vu en 3D. Ouais. Et en fait, ça justifie pas mal de choses. En 2D, je me disais, oh, c'est bizarre, tout le générique de début, il fait un peu chelou. Et en fait, quand tu le vois en 3D, tu fais, ah, d'accord. Ouais, ok. parce qu'en 2D, moi, je l'ai trouvé un peu moisi, le générique. Voilà. Et en fait, il prend tout son sens en 3D. D'accord. Tu te dis, ah oui, en fait, il le regarde vraiment. En fait, D'accord. il y a des sortes de profondeur. Il y a pas mal de choses qui ressortent bien. En l'occurrence, Center Park est vachement plus sympa en 3D. D'accord. Et il y a pas mal de paysages et de tout ce qui se passe dans la galaxie où Oui, mais pensons aux gens qui verront le film chez eux. c'est vachement sympa. Il y a des gens qui sont équipés en 3D. Et pensez Et en plus, elle est pas floue. Et pensez aux personnes qui ont des demi-strabismes et une astigmatie et une hypermétropie. Je ne peux pas voir les films 3D, c'est horrible. Donc, je vais refaire ma blague de tout à l'heure. Vamos a parar esta emisión, por favor. Sí, señor. El genérico. Muchas gracias. Fue Comics Outcast 71. Vamos a decir adiós a todos los cronicores. Jo. Sí, gracias Google Translate. Vamos a decir adiós a Nibrae. Yeah, si. Yes. J'ai fait allemand, je suis désolée. Y a el mejor del todos, Jejo. Si, ¿cuál es la fecha de hoy? Es el 26 de abril. O más o menos. El año? El año 2017. Toutes nos excuses aux auditeurs et auditrices espagnolo parlo. Espagnol facilo. Je pense en particulier à Charles Eddy qui doit être en train de s'arracher la moustache. Vamos a vernos en 2 semanas en el 15 de mayo. Oh, 15 de mayo. Non, c'est pas 5 de mayo. Cinco de mayo. de mayo, Non, ouais. 15. Ah, 15. Est-ce que le podcast sera sous-titré? Si. Vas-y, parle, je vais le faire. Comment on dit déjà audio description. En audio Donc on va description, parler, mais il y aura quelqu'un qui décrira Il ce y aura qu'on dit. quelqu'un qui décrira ce qu'on dit. Ah, mais tu parles en français déjà? Ah oui, va a elle una persona que va describir Qui lo va que décrire decimos. ce que nous dirons. On se retrouve dans 2 semaines, donc le 15 mai, pour une toute nouvelle émission. On va parler de plein de trucs. En l'occurrence, on va parler de Super Son, cette série DC Comics qui a été décalée de plusieurs fois. On verra donc les enfants de Batman et de Superman s'associer. Apparemment, ça a l'air super fun. Et je vous rappelle que les réseaux sociaux, et je vous rappelle que Bouya Comics Club. Oui, tout à fait. Bouya Comics Club sur Facebook où vous pouvez donner vos bons plans, obtenir des bons plans ou parler des choses qui vous plaisent dans l'actualité ou la non-actualité des comics. Oui. Et c'est ouvert à tous et à toutes. C'est ça qui est cool. Et vous êtes nombreux et nombreuses à demander de faire partie de ce groupe et on vous en remercie. Oui, et ça, on est vraiment très très surpris. C'était une initiative d'Adrien et de Ben, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça marche bien parce qu'il y a plein de conversations qui sont cool. Même moi j'y vais, c'est vous dire. Alors que je déteste Facebook. Donc si ça peut pas vous motiver à venir, voilà. En attendant, on espère qu'il fait beau pour ce 1er mai, que vous passez un bon lundi. Dans 2 semaines, donc nouvelle émission. En attendant, prenez vos responsabilités. À bientôt. Allez, ciao. Mais c'est pas tout de suite. Mais c'est la semaine d'après. D'accord. Ah, mais voy a continuar a hablar español. A mí Je me vais gusta continuer en mucho hablar español. J'adore parler l'espagnol. Juguemos el juego del No es mi problema. No es mi problema. Nacionalo, ce No. n'est pas mon problème. Ça va. Ça va, mais il y a des trucs que j'ai pas compris. No tenía que tomar el alemano pour la Lui baisser escuela. son Nous ne devons micro pas un peu, apprendre j'entends l'allemand pas à les l'école. Ça, ça n'engage que toi. Là, tu fais un peu le jeu du Front National. Haces el juego del fronto nacional. Ah, ok, Je- ça va, j'ai Front compris. National. Mais no votare. Hein. Je C'est pas ne- l'italien. Vous avez remarqué que Macron, ça ressemble quand même pas mal à Cabron. Macron. Vous avez remarqué Macron que et le cabron. Macron, ça ressemble pas mal à Macron. Mélenchon. Mélenchon. Rion. Melachon. Juan Luc. Los insumisos. Des insoumis. La Francia de los La insumisos. France des insoumis. On dirait un mec de France 2, sérieux. On dirait un mec de France 2, c'est horrible. Salut.